Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital. Très heureux de vous retrouver pour parler de toute l'actualité de notre club favori, le Paris Saint-Germain, qui a fêté il y a quelques jours ses 52 ans d'existence, déjà 47 trophées pour le Paris Saint-Germain. Bienvenue dans le podcast donc, qui traite de l'actualité du club, d'un club décidément pas comme les autres, d'un club où quand le sportif va, l'extra-sportif le rattrape assez rapidement, qui aime donner aux médias de l'actu toujours bien chaude de manière illimitée. Oui, je parle bien du Paris Saint-Germain, messieurs, dames. On aurait aimé parler uniquement de sportifs avec cette belle victoire face à Montpellier, 5-2. C'était samedi soir pour la deuxième journée de Ligue 1. Mais malheureusement, il y a eu d'autres faits sur le terrain et extra-sportifs dans la nuit de samedi, dont on va évidemment reparler parce que ça a pris le pas sur ce beau match du Paris Saint-Germain. Et pour parler de tout ça, mon équipe du jour. Tout d'abord, les titulaires habituels sur ces derniers podcasts. Mousse, qui est avec nous. Comment ça va, Mousse ? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Début du drama, voilà, c'est le PSG quoi. On est bien rentré dans cette nouvelle saison, hein, Mousse. Ah ouais, c'est bien. Ça donne lieu à plein de débats sur les réseaux sociaux. Écoute, on va en parler, mais ouais, en espérant que ce soit juste un pétard mouillé. Ouais, on espère. Je vais aller voir un autre titulaire du podcast. Je pense qu'il est comme moi, il aurait aimé qu'on parle que de sportifs aujourd'hui. C'est Yacine Amnel. Ça va, Yass ? Salut à tous, ça va, merci. Est-ce que tu partages ce sentiment que je viens de dire ? Moi, j'ai l'impression que le PSG a écouté les 2 premiers podcasts et j'avais le sourire et ça leur a pas plu. Donc, ils ont décidé d'en remettre une sauce parce qu'ils se sont dit, ouais, Yacine a le sourire, tout va bien. Non, faut lui donner à manger. Donc, bah voilà, Neymar et Mbappé, merci à vous. Merci les gars. Et là, ils nous ont bien donné à manger pour le podcast. Bon, après, on aurait pu faire un sans ça. Hein, comme d'habitude, vous savez qu'on tient 1h30 facile avec juste en parlant de sportifs. Hein, mais bon, malheureusement, des guerres d'ego ont pris le pas. Et enfin, pour terminer la bande, ça me fait plaisir de le revoir avec nous pour démarrer cette nouvelle saison 2022-2023 des podcasts Orge Capital sur ces matchs du Paris Saint-Germain. C'est Clément Pernia qui est avec nous, tout beau, tout bronzé. Comment il va, Clément ? Salut Hugo, salut à tous. Eh ben écoute, ça va. Moi, je suis plus optimiste que mes 2 camarades. Je pense que ça va s'arranger bientôt cette histoire. Allez, l'éternel optimiste et voilà, Clément Pernia. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on aura différents avis sur les sujets dont on va traiter et c'est toujours intéressant dans le podcast. J'ai pas dit que j'étais pessimiste. Hein. Ouais, c'est vrai. Même dit, espérons que ce soit un pétard mouillé, tu vois. Donc, je te rejoins assez Clément là-dessus. Mousse, toi, je sais que tu vois, dans ce podcast, tu es toujours la nuance et tu viens essayer de comprendre les arguments des uns et des autres. Donc, tu seras le trait d'union, comme d'habitude, pour calmer tout ça entre Clément et Yacine, je pense, sur le débat en seconde partie de podcast. On terminera évidemment le podcast. On fera un petit mot sur les différents départs pour arriver du côté du Paris Saint-Germain, avec notamment au milieu de terrain les transferts possibles de Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes et puis en défense Thilo Kehrer qui se rapproche de West Ham. Donc, on va commencer par débriefer déjà le sportif. Hein. Cette victoire 5-2 face à Montpellier du Paris Saint-Germain, carton plein donc sur ce début de saison avec déjà 14 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. Hein. Je prends en compte évidemment le trophée des champions remporté contre Nantes, plus les 2 premières journées de Ligue 1 compris. On a vu une nouvelle fois Yacine un très bon match avec du mouvement, la répétition des efforts, un très bon Neymar, des pistons remuants et très actifs. Sur le côté-là, carton plein là-dessus, sur ce match. Ouais, alors, il y a quand même un moment au milieu de la première période où c'est un peu mou, où je trouve qu'il y a un peu moins d'intensité, il y a moins de mouvement, on va moins chercher sur les côtés, on fait moins tourner, c'est un peu bizarre. Mais globalement, oui, la rencontre est maîtrisée. T'as fait ce qu'il fallait déjà pour gagner, t'as fait ce qu'il fallait pour marquer des buts. Et puis, tu es sur la continuité. On a vu que pour l'instant, Christophe Galtier a plutôt décidé d'aligner la même équipe sur les 3 matchs, alors, à l'exception de Sarabia, puisque Mbappé était de retour ce week-end. Mais de continuer à essayer de travailler. On sent que l'idée, c'est de travailler les automatismes d'une équipe qui ressemble à une équipe type pour l'instant. Évidemment que la saison est longue. Et on le voit que c'est cette recherche-là et ça porte ses fruits parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place là depuis 4 semaines et des rapports un peu qui se créent entre les joueurs où on sent que c'est en train de prendre forme et notamment par exemple Vitinha avec Verratti, les joueurs de côté, etc. Voilà, il y a des choses qui avancent et globalement la rencontre elle est maîtrisée et plaisante en plus à voir même s'il y a ce petit temps faible. Et je pense même que sans un très bon Homelin, ça aurait pu faire beaucoup plus lourd parce que
en début de première mi-temps, il sort 3 ou 4 arrêts. Voilà, il fait son match parce que ça aurait pu faire très très mal pour Montpellier. Clément, on a la chance de t'avoir dans le podcast aujourd'hui sur ce que tu as vu contre Montpellier, puis peut-être un peu plus dans l'ensemble aussi avec Clermont et Nantes en Trophée des Champions. Est-ce que ça te plaît ce que tu vois depuis le début de saison par rapport aux galères qu'on a eues la saison dernière? De toute façon, le changement thermique là est assez clair. Paris met encore 5 buts. Donc déjà, ça fait 5 contre Clermont, 4 contre Nantes. Donc offensivement, c'est efficace. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le contre-pressing quand on n'a pas le ballon. Voilà, c'est une équipe qui ne se contente pas de se replier quand on perd le ballon. Voilà, on est toujours en quête de récupérer ce ballon, de proposer du jeu. Et c'est vrai que ce pressing aussi, il vient des attaquants. Moi, j'ai été très agréablement surpris du pressing continu de Neymar dans ce match. Même Messi l'a fait de temps en temps, mais c'est vrai que Neymar, je l'ai vraiment beaucoup vu défendre. Donc, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais ça dénote aussi de l'attitude générale de l'équipe et des consignes qui ont été données par Galtier. Voilà, dans le jeu, c'est vrai qu'il y a eu un petit mou en milieu de première mi-temps, mais on est aussi encore en phase de préparation. Physiquement, je pense qu'ils ne sont pas tous à 100%. Donc forcément, un match, il y a des temps forts, des temps faibles, et ça a été très très bien géré. Il n'y a pas eu de panique après le premier but de Montpellier 1. On aurait pu craindre un deuxième but dans la foulée. Non, ça c'est bien fini, pardon. Et Galtier aussi a bien géré les changements. Encore une fois, il a fait 5 changements, il me semble. Voilà, ça pourrait paraître normal. On ne devrait peut-être même pas en parler, mais vu qu'on sort d'un coach qui ne faisait pas de changement, ou alors très très peu, et surtout essentiellement en fin de match, bah là, la gestion du groupe, surtout en ce mois d'août, quand l'équipe est en train de se constituer, quand les transferts ne sont pas encore totalement terminés, quand certains joueurs viennent d'arriver, bah là, on voit aussi comment un coach peut gérer un groupe. Et globalement, ça a été bien fait. Il a réussi à sortir Mbappé, il a sorti Neymar. C'est vrai qu'il y a aussi des facteurs physiques, des facteurs de préparation, etc. Mais il n'y a pas eu de drame, de problème majeur. Et je trouve que la globalité est vraiment positive. C'est vrai que Clément en parlait sur le pressing, le contre-pressing fait par les Parisiens à la perte de balle. Et j'avais vu un tweet passer sur Twitter en disant c'est pas possible, Galtier, il doit avoir des doses sur Messi parce que même à Barcelone, il courait pas autant pour presser la première relance. Plus globalement, Mousse, c'est vrai qu'il y a une certaine continuité. Yacine en parlait il y a un fil conducteur en tout cas depuis ce qu'on a vu sur le premier match officiel contre Nantes lors du Trophée des Champions. Et on l'a vu encore contre Montpellier samedi soir. Oui, bien sûr, mais en plus, c'est agréable de voir qu'il utilise encore une fois la même équipe, à part Mbappé, évidemment, parce qu'il était absent les 2 derniers matchs. Mais en tout cas, lui, on voit ce qu'il veut faire. Il a son 11 dans sa tête. Moi, j'ai évidemment aimé ce qui s'est passé au milieu de terrain, que ce soit quand on avait le ballon avec Vitinha. Il a fait quoi, 4 matchs de préparation, 2 matchs officiels, ça va être son 7e match. Et tu as l'impression qu'il s'est super bien intégré. Tu as évidemment Neymar devant, et Clément a raison de le souligner. Quand il n'a pas été bon, on a été les premiers à lui tomber dessus. Et quand il est bon, faut le dire. Et là, il est très très bon. C'est l'homme du match. De toute façon, comme l'a souvent répété Yacine, même quand Neymar n'était pas très bon dans le jeu, mais c'est vrai qu'il a toujours couru, Neymar, même si c'était pas toujours à bon escient, mais les efforts, il les a toujours fait. Ce qui serait intéressant de voir sur l'ensemble de l'effectif, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Je sais pas si tu as la stat, Hugo, mais il faudrait J'en ai beaucoup des stats, j'en ai fait pas mal, mais j'ai pas les nombres de kilomètres parcourus. Je peux essayer. Mais c'est vrai que pour les prochains matchs, ce serait intéressant parce que c'est aussi ce qu'on avait beaucoup reproché la saison dernière, et notamment en Ligue des Champions. Je crois qu'il y avait une stat qui était folle où Paris était la dernière équipe en termes de kilomètres parcourus. Tu me diras si je me trompe, Yass. Bon, l'avant-dernière. Avant-dernière, tu vois. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des petits trous pendant les 90 minutes, comme l'ont dit Yacine et Clément, mais tu vois quand même que les mecs font les efforts de la première à la 90e. Ils abandonnent pas, ils cherchent toujours à marquer ce but supplémentaire. Beaucoup de buts inscrits, très peu de buts encaissés depuis le début, à part face à Montpellier où on encaisse 2 buts. C'est peut-être le petit point noir, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Quoique sur le premier, Donnarumma fait quand même une belle parade, et puis après Kazri suit derrière et met le but. Mais non, sinon on voit du spectacle, on voit des buts. Honnêtement, ce qu'on a vu depuis le Trophée des Champions jusqu'à maintenant, c'est quand même 100 fois mieux que tous les matchs des derniers 18 mois sous Pochettino. Donc on peut pas se plaindre. Il y a encore des choses à améliorer.
Yacine a fait un très très bon papier qui est disponible sur le site sur encore l'animation des couloirs, même si c'est vrai que ça a été mieux contre Montpellier, mais tu peux encore faire mieux, je pense. D'ailleurs, Hakimi, tu vois, il est en position de centrer sur le but de Neymar de la tête, je crois que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on l'a souvent vu aussi combiné avec Mbappé sur le côté. Donc ça s'améliore. Il y a plus de points positifs que de points négatifs. C'est aussi ce qui change de la saison dernière. Quelques stats que j'ai notées sur le match, enfin sur la victoire du Paris Saint-Germain, donnée par notre confrère d'Opta. Paris est devenu la première équipe à marquer au moins 5 buts lors de ses 2 premiers matchs d'une saison de Ligue 1 depuis Reims en 1961-1962. Donc pour vous dire à quel point ça remonte. Paris aussi également, on va en parler dans le secteur offensif. Et Yacine, je te lancerai là-dessus, a touché 54 ballons dans la surface adverse samedi soir, un total qu'il n'avait jamais atteint lors d'un match de Ligue 1 la saison précédente. Et j'ai d'autres aussi petites stats sur Neymar que je vous donnerai au compte-gouttes. Mais c'est vrai que Yacine, si on s'attarde, on va s'attarder sur d'un point de vue offensif. Donc tu l'as dit, il y avait la rentrée de Kylian Mbappé dans le 11. Après avoir manqué le trophée des champions pour suspension et été blessé la semaine dernière, il a une petite gêne. C'est sûr que c'est différent par rapport à Pablo Sarabia qui fait les efforts pour les autres et fait beaucoup de courses dans le vide, en tout cas, mais qui servent au collectif. Par rapport à Mbappé, bon, on en parlera tout à l'heure, mais qui évidemment lui aussi demande le ballon. Mais on voyait beaucoup Neymar, je pense que tu as vu, redescendre très bas pour demander les ballons directement à Vitinha pour faire des relances courtes et ensuite lancer rapidement les attaquants. Mais on a vu un Neymar au cœur du jeu qui cherchait sans cesse avec Messi. Mais évidemment, l'animation est différente quand on a un Kylian Mbappé en association. Ouais, le problème, c'est que moi, je l'avais dit depuis le début, j'avais peur quand il y aurait les trois. Et alors, on viendra après à l'extra sportif, mais parce que, évidemment, qu'on l'a répété, Sarabia est capable de se mettre au service des autres, donc de faire des appels pour ouvrir des espaces et pas forcément pour recevoir le ballon. Euh, et j'avais dit aussi que j'avais peur de cette idée ou cette envie du PSG d'être trop axial. Parce que là aussi, sur les premiers matchs, on avait vu une vraie amélioration. Et quand je parle du temps faible de tout à l'heure, pourquoi moi, j'ai pas aimé cette partie du match? Parce que je trouvais qu'on était retombé. Alors, toute proportion gardée, c'était pas aussi catastrophique. Mais on était retombé un peu dans les travers du PSG l'année dernière, à savoir un PSG très axial qui vient à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Et en fait, on se créait plus d'occasions parce qu'en fait, Montpellier a joué très bas, très compact. Et à partir du moment où tu ne les fais plus courir et coulisser, l'intérieur du jeu, il est fermé. Et ça m'avait fait penser au match du Real, au match aller contre le Real, où la première mi-temps du PSG, c'était exactement la même chose. Le Real fermait l'intérieur du jeu. Paris rentrait à l'intérieur, et il n'y avait pas eu d'occasion, si vous vous souvenez. Paris domine le Real, mais Paris n'a pas d'occasion sur la première période face au Real. Là, j'ai revu un peu ça par séquence. Et pourtant, les joueurs de couloir ont fait ce qu'il fallait pour être bien positionnés. Donc là, je pense qu'il y a des choses à travailler avec Galtier. Et puis la dernière chose, c'est évidemment, on a retrouvé, mais tu vois, c'est là où j'avais dit dans les premiers matchs le positionnement de Verratti, de Vitinha. Alors Vitinha joue encore très haut, il compense beaucoup les décrochages justement de Neymar. Mais là où j'avais un doute, c'est que Paris avait réussi, entre guillemets, à attirer Clermont, à attirer Nantes dans sa façon de faire décrocher Verratti. Mais j'attendais de voir l'équipe qui n'irait pas les chercher. Et c'est ce qui s'est passé avec Montpellier. Montpellier, ils n'en avaient rien à foutre que Verratti décroche. Kazri, qui était en pointe, il venait se mettre dans la ligne de 5 bien bas. Et Paris pouvait donner le ballon à Verratti très bas pour relancer. Il n'y a aucun Montpellierin qui allait le chercher. Donc, c'était aussi ça que j'attendais de voir. Et là, Montpellier, encore, c'est une équipe normalement un peu joueuse. Bon, il y a des équipes qui sont encore plus défensives que Montpellier. Voilà, il va pas falloir rentrer, il va falloir avoir de la variété dans cette animation offensive. Clément, quand on parle des offensifs, évidemment, on peut parler de Neymar qui était excellent encore une fois samedi soir. Elle est impliquée dans tous les bons coups, buteur, plus passeur décisif. C'est vrai que on a espoir, en tout cas, quand on le voit comme ça. Évidemment, peut-être que c'est une enflammade du début de saison, mais de voir le Neymar qu'on appréciait tant, où tu as l'impression que tout lui réussit. Je rappelle quand même, depuis le début de saison, Neymar, c'est 3 buts et 3 passes décisives en 2 matchs. Ah, mais Neymar, c'est une longue histoire. De toute façon, moi, j'adore ce Neymar autant que je déteste l'autre. C'est-à-dire que donc,
on peut pas trop s'emballer. Enfin, moi, j'ai du mal à m'emballer. J'adore ce Neymar. Encore une fois, c'est vraiment là, c'est le meilleur joueur du PSG. Surtout qu'il court énormément. Il fait beaucoup d'efforts. Ses choix sportifs Hugo est parti. Bon, Ouais. je Ouais, continue. vas-y, continue, hein, je Enfin, prendrai la relève. ses choix avec le ballon sont judicieux. Il y a aussi ce qu'on peut dire offensivement, c'est qu'il y a des circuits préférentiels qui se dessinent. On le voit, c'est assez criant. Bon, Messi, Neymar, on le savait. Là, on l'a revu hier, Hakimi et Mbappé. Donc ça, c'est quand c'est pas borné et quand c'est pas pénalisant pour le groupe et pour l'effectif, c'est plutôt encourageant. Ça peut créer des situations. Mbappé n'était pas 100% hier. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans l'animation offensive, c'est que on avait quand même le buteur principal de l'équipe qui n'était pas à 100% pour plusieurs raisons et notamment physique. Je pense qu'il est encore en phase de préparation, il revient de blessure et voilà, ça c'est aussi une marge de progression. Après, c'est vrai que pour revenir au décrochage à répétition, tu as parlé de Neymar, c'est Messi qui revient très bas, ça on a l'habitude. Et c'est le petit bémol que j'aurais, c'est qu'à plusieurs reprises, il y avait un petit embouteillage dans l'axe parce que Vitinha et Verratti ne savaient pas trop où se mettre quand il y avait Messi à ce niveau-là ou Neymar. C'est qu'il y avait 3-4 joueurs dans une même zone et du coup, ça bloquait 2-3 situations. Moi, je l'ai ressenti comme ça et c'est vrai que je pense que ça se travaille encore un peu. Peut-être que l'un peut se projeter un peu plus quand Messi revient. Parce que c'est vrai que c'est Messi essentiellement qui revient très très bas pour toucher les ballons. Donc voilà. Et dernier petit bémol, si je peux dire, c'est que c'est qu'on avait 3 joueurs offensifs qui demandent le ballon systématiquement. Et peut-être que ça peut poser souci dans certains cas de figure parce que ça peut manquer de profondeur et de solutions pour le porteur du ballon. Bah merci Clément pour ton avis sur Neymar. Pareil, coach Yacine. Alors, il y a un petit problème technique, les amis. Hein, vous avez vu que Hugo a disparu. Hein, c'est pas nous. Nous ne sommes pas des adeptes de Houdini. Nous l'avons pas fait disparaître. Il va revenir, rassurez-vous. Je vais prendre la relève le temps qu'il revienne. Yacine, un mot sur Neymar. On l'a dit. Hein, il a encore fait un grand match Neymar dans ses courses, dans ses efforts, mais aussi dans l'animation du jeu. Le fait qu'il ait aussi simplifié son jeu. Hier encore, dans le comportement face aux adversaires, quand il subissait des fautes, pareil, il a bien réagi. Donc, c'est un bon début de saison pour Neymar et c'est encore l'homme du match samedi soir face à Montpellier, Yass. Ouais, mais je crois que c'est ce que je répète souvent, c'est-à-dire que les joueurs, en fait, quand ils respectent le jeu, comme par hasard, tout va mieux. Et là, en ce moment, Neymar, il est là-dessus. Il est là-dessus parce qu'on le voit même parfois quand il récupère le ballon, le jouer en 1, 2 touches de balle. Ne pas le garder pour aller provoquer un adversaire. Ne pas le garder, ce qu'il avait l'habitude de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il est un peu dos à l'adversaire, il garde le ballon, après il prend des coups, après il s'énerve, après il répond. Ouais. Ben, en fait, il fait pas ça. Il est là, il donne, il bouge, il donne, il bouge, il essaye de créer des choses, il joue avec tout le monde. Alors évidemment qu'il a une relation privilégiée avec Messi, mais on l'a vu jouer avec Mendes, on l'a vu jouer avec Verratti, on l'a vu revenir même chercher Kimpembe parfois pour ressortir le ballon. Voilà, il est dans le respect du jeu, et comme par hasard, il est meilleur. Voilà, et en fait, c'est par hasard. C'est le Neymar. Il y a 3-4 podcasts, j'en avais parlé. Pour moi, le Neymar de référence, évidemment que ce ne sera jamais celui-là, parce que c'était il y a 6 ans presque maintenant. C'était il y a 5 ans exactement, mais voilà. C'est le Neymar de Guingamp. Le Neymar qui arrive, qui donne, qui bouge, qui est dans la mobilité, qui est dans le respect du jeu, qui est là pour aussi faire briller les autres. Voilà, pour moi, c'est celui-là le vrai Neymar. Et je trouve qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on est en train de retrouver là-dedans, dans ce respect du jeu. Et la dernière chose, c'est que même s'il a pu son coup de rein arrêter, je trouve qu'il est en train de reprendre de la vitesse parce qu'il y a eu 2 ou 3 fois où il a accéléré et où il a pris de vitesse des Montpelliérains. Alors, plus sur ce fameux 1 contre 1, je m'arrête et je démarre. En fait, c'est ce que j'allais dire avant de rendre la parole à Hugo. C'est le seul petit bémol, effectivement, c'est peut-être sa capacité à éliminer en 1 contre 1 qu'il n'arrive pas forcément à retrouver, ou lorsqu'il prenait un côté, lorsqu'il prenait de vitesse ses adversaires il y a quelques années encore. Aujourd'hui, on sent que c'est pas tout à fait revenu. Il y a encore un peu de travail pour retrouver cette vélocité, cette rapidité, notamment en 1 contre 1. Ouais, surtout arrêter. Quand il est lancé,
Franchement, ça va. Il y a deux actions contre Montpellier où il arrive lancé, où il prend tout le monde de vitesse. D'ailleurs, il y en a une où il met le ballon devant le but, il n'y a personne, etc. Quand il est lancé, ça va. Mais quand il est arrêté, ce qu'il avait l'habitude de faire avant, d'aller fixer le joueur, s'arrêter et d'un coup démarrer, oui, évidemment que là, on ne le voit plus, il est plus capable de le faire. Euh, Maintenant, est-ce que sur la durée, s'il arrive à enchaîner réellement les matchs, les séances, etc., est-ce qu'il y a moyen qu'il le retrouve? Peut-être. En tout cas, c'est sûr que quand on a connu le Neymar d'il y a 5 ans, Oui. ouais, c'est quelque chose qui saute aux yeux, quoi. Hugo, je te rends la parole. Ouais, bon, désolé, le Skype de mon ordinateur a lâché complet, je n'arrivais pas à revenir, donc je me suis mis sur le téléphone. Voilà, j'ai téléchargé Skype sur le téléphone, donc désolé, ce sera peut-être moins bien niveau qualité vidéo, mais au moins ça compense, je réglerai ce problème plus tard. Vous étiez sur Neymar, du coup? Vous avez parlé Ah tous oui. les trois sur Neymar. J'ai quelques. Non, pas moi, mais parce que j'ai Pas dû moi. te remplacer. Non, mais je vais vous laisser parler sur Neymar, mais j'ai quelques petites stats à vous donner sur l'ami Neymar. C'est le premier joueur à être impliqué directement dans 6 buts après 2 journées d'une saison de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition, c'est-à-dire à partir de 2006-2007. Et il détrône Alexandre Lacazette qui avait été décisif à 5 reprises. Euh, à 5 reprises lors des 2 premières journées de la saison 2016-2017. Et autre stat aussi, contre Montpellier, Neymar est à l'origine de 9 actions amenant un tir. Et après 2 journées, il est à l'origine de 17 tirs. Personne ne fait mieux dans les 5 principaux championnats européens. Bah, c'est pour vous dire l'influence qu'il a dans le jeu du Paris Saint-Germain. Mousse, du coup, sur Neymar, vas-y. Oui, je pense que sur le terrain, tout a été dit. Moi, je voulais juste parler peut-être de sa nouvelle implication à Neymar depuis son retour, que ce soit depuis la préparation. Il est rentré à l'heure cet été. Il a fait toute la préparation. On n'a pas entendu parler de lui en négatif. On parlera des histoires entre lui et Mbappé, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a l'impression il y a un esprit revanchard chez Neymar cette saison et qu'il s'est dit c'est la première fois où on remet en cause mes qualités, on remet en doute ma participation avec le PSG cette saison, parce qu'il y a eu des rumeurs de peut-être de départ, ou en tout cas que le Paris Saint-Germain n'était pas contre s'en séparer. Je pense que tous ces éléments-là, il y a aussi l'avènement d'Mbappé. Je pense aussi que quelque part, c'est normal, c'est un champion, tous les grands champions ont des égos, et ça a dû sans doute le piquer un peu. Lui qui était à sa place en 2017, aujourd'hui il voit Mbappé un peu prendre la lumière, que ce soit sur le terrain, parce que sportivement, il est incroyable, Mbappé, mais aussi en dehors, sur l'image du joueur voilà, qui fait pas de bêtises. Et on peut parler de gendre idéal, si vous voulez. Et on a l'impression que Neymar, voilà, il veut prouver, que ce soit aux supporters français, aux supporters parisiens, et aussi au monde entier, qu'il n'est pas encore fini. Et que lui aussi peut être un joueur très très important dans le PSG. Tant mieux si le déclic est arrivé pour ce début de saison. Alors évidemment, il y a la Coupe du Monde aussi, et je pense qu'il y pense aussi, mais je pense que vraiment, il a vraiment envie de briller avec le Paris Saint-Germain et aussi prouver que cette saison, il ne faudra pas compter que sur Mbappé. Et c'est vrai que la saison dernière, Mbappé il a porté l'équipe et il y a aucun souci là-dessus. Lui a eu des problèmes physiques. Cette saison, il semblerait que les problèmes physiques soient derrière lui. On va attendre encore un petit peu, mais en tout cas, il a l'air plutôt bien. Et il faut souligner cet état d'esprit. Il a envie d'aller de l'avant, il veut faire gagner le club, il joue simplement, il respecte le jeu, comme le dit Yacine. Donc, comme l'ont dit mes deux camarades, c'est le Neymar qu'on aime, c'est le Neymar qu'on veut voir, et c'est le Neymar qu'on avait aperçu, allez, on va dire, les 2 premières saisons, hormis ces 2 grosses blessures. Et depuis, on a été déçus, ce qui était normal, parce qu'on attend beaucoup d'un des meilleurs joueurs de la planète, et c'est un très grand joueur, Neymar. Donc voilà, il faut vraiment souligner le très très bon état d'esprit. Après, on viendra sur l'extra sportif, les choses qu'il a faites après le match, ça c'est moins cool. Mais en tout cas, sur le terrain, et Christophe Galtier l'a dit en conférence, on ne peut absolument rien lui reprocher depuis le 4 juillet. Puis, ouais. J'ai cru que tu voulais parler, Clément. Je voulais te. Ouais, si, j'ai juste un truc à dire. C'est que son but de la tête, mine de rien, dans la construction de l'action, est symbolique de son retour en forme, etc. Parce que un Neymar l'an passé, ou il y a 2 ans, je suis pas sûr qu'il va la mettre celle-là. Il arrive à se défaire du marquage, il y a une forme de grinta qui se dégage de lui où il va aller se matcher le ballon de la tête au premier poteau. Et voilà, c'est le symbole d'un attaquant en forme. Et deuxième chose, il a aussi, enfin, je sais pas s'il l'avait perdu, mais c'est vrai qu'il avait raté un penalty l'an passé. Faut toujours le signaler, c'est toujours un magnifique tireur de penalty. Voilà, il ne doute jamais, c'est clinique, c'est propre à lui, mais c'est toujours très très efficace. Et c'est vrai que dans l'animation offensive, que ce soit les coups francs,
parce qu'il en avait mis un au Trophée des Champions. Et d'ailleurs, Messi a mis un très beau coup franc aussi contre Montpellier. Et sur les pénaltys, ça va être une arme offensive pour le PSG. Et si ces deux-là, qui sont des tireurs de coups de pied arrêtés hors pair, retrouvent cette efficacité clinique, ça va aussi être une très très grosse arme offensive pour Paris. Stats de Neymar sur penalty, Clément t'en parlait. Neymar a marqué 22 buts sur penalty sur 25 tentés depuis ses débuts en Ligue 1 avec le PSG en 2017-2018, plus que tout autre joueur de l'élite sur cette période. Donc voilà, c'est vous dire, avec cette technique assez particulière, mais qui fait tant de mal aux gardiens pour arrêter les pénaltys d'Unai. Justement, Clément, je voulais rester avec toi parce que je voulais parler de sa relation aussi avec Messi, parce que Messi, également, s'il y a un joueur aussi qui est au niveau et qui a augmenté ses standards par rapport à la saison dernière, attendez bien, c'est Lionel Messi qui a 3 buts et une passe décisive depuis le début de saison. Et une petite stat pour te lancer dessus, Messi a réussi 12 passes progressives sur le terrain, c'est le record du match. Et c'est pour dire aussi l'influence qu'a Messi, aussi comment savoir dans le jeu, évidemment Neymar est le numéro 1, mais Messi, on va dire, trouve sa place sur le terrain en étant aligné par Christophe Galtier dans l'axe près de Neymar et Mbappé. Il a eu un peu moins d'espace que contre Clermont, où là, Clermont, c'était vraiment le boulevard pour lui parce qu'il avait tout le temps le ballon, il était tout le temps entre les deux lignes. Et là, c'était un peu plus serré du fait aussi du positionnement de Montpellier qui était très bas sur le terrain. Après, il faut partir du principe que de toute façon, quand les joueurs du PSG ont le ballon, ils cherchent quasiment systématiquement Messi. Dès que Messi peut être trouvé, il le trouve. Donc, même quand lui ne demande pas le ballon, on lui offre le ballon. Il sait aussi se démarquer. Ça, il a toujours su très bien le faire. Avec Mbappé, avec Neymar, pardon, c'est criant. Leur relation, c'est systématique. Neymar, dès qu'il peut donner les ballons à Messi, il lui donne. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que contrairement à l'an passé, il a pu refaire une préparation, que physiquement, il est un peu mieux. Il fait des efforts, il fait des courses, il fait plus de courses que d'habitude, enfin plus de courses que nous on a l'habitude de l'avoir vu faire. Et avec le ballon, j'ai pas ressenti un boycott d'Hakimi par exemple comme il y avait eu la première journée. Ça m'a moins marqué. Donc c'est plus globalement tout est plus positif, c'est plus dynamique, les passes sont meilleures, ses positionnements sont plus justes je trouve. Donc voilà, Messi, je trouve qu'il s'inscrit assez bien dans le collectif. C'est-à-dire que quand Messi est pas bon, le collectif n'est pas très bon. Image PSG l'an passé. Et là, c'est vrai que une fois que Messi est bien, l'équipe tourne mieux. Alors, je sais pas si c'est l'équipe qui rend Messi meilleur ou si c'est Messi qui rend l'équipe meilleure. Mais dans tous les cas, il y a une corrélation, je trouve, entre le jeu de Messi et l'efficacité offensive du PSG. Après, je vais pas faire un récit sur les qualités du joueur. On les connaît toutes. Donc voilà. Globalement, tout est plus positif chez ce Messi-là que chez le Messi de l'an passé. Yacine, sur Léo Messi, c'est vrai que on a été sur la saison dernière très déçus par rapport à son investissement, par rapport à ses courses, par rapport même à sa capacité d'élimination qui maintenant commence à être compliquée avec l'âge. Mais là, on voit quand même un Messi qui est quand même beaucoup plus en jambes physiquement et ça se confirme pour ce 3e match officiel de la saison, Yacine. Et c'est quand même positif. Alors, certains diront il veut être en forme pour la Coupe du Monde en fin de saison avec l'Argentine, peut-être, mais en tout cas, ça fait du bien. Enfin, ça aide le PSG en ce début de saison et jusqu'à novembre au moins. Non, mais après, c'est logique qu'il ait envie d'être en forme pour la Coupe du Monde. Et tant que Paris en profite, en fait, à la limite, on s'en fout de pourquoi il est en forme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit en forme. Bien sûr. Et le truc, c'est que je crois que le vrai symbole, c'est de le voir faire des courses pour aller récupérer des ballons. Parce que tout le reste, on l'a déjà vu faire. Et ces courses-là, même à Barcelone, il en faisait très peu. Là, le voir revenir faire 10, 15, 20 mètres parfois de sprint pour aller gêner un joueur, un adversaire qui a le ballon, oui, c'est ce qu'on ne le voyait pas faire. Donc il y a une évolution dans son état d'esprit, il y a une évolution dans le jeu. Mais pour aller dans le sens de Clément, je rajouterai rien à ce qu'a dit Clément, mais le truc, c'est que moi, mon avis en tant qu'éducateur, c'est qu'évidemment, c'est l'équipe qui rend Messi meilleur. Parce que je l'ai répété 1000 fois, il n'y a pas de joueurs qui peuvent. Il y a des joueurs qui peuvent te sortir d'un problème parce qu'ils ont un talent et sur un exploit, ils te sortent. Mais le joueur, en fait, quand vous regardez bien, c'est des stats, ça. C'est-à-dire qu'il vous met un but ou 3 buts, comme l'a fait Ronaldo avec la Juve, par exemple, dans des matchs de Coupe d'Europe. Il vous met 3 buts, mais quand vous regardez globalement la prestation, elle n'est pas bonne parce qu'il n'y a que le collectif qui peut rendre un individu meilleur.
Voilà, les stats, c'est ce qui te permet de sauver un match. Mais en fait, là, Messi est meilleur parce que le collectif est meilleur. Parce que euh, Paris contre-presse et donc défend très haut. Donc, il y a moins de courses à faire pour se replacer. Quand le ballon est récupéré, il n'est pas récupéré devant ta surface, il est récupéré à la ligne médiane, parfois dans le camp adverse. Donc, il y a moins de courses à faire. Voilà. Et la dernière chose, c'est que Clément disait, il s'est retrouvé, il a eu moins d'espace. Oui, mais en même temps, c'est parce que ce que je disais tout à l'heure sur Montpellier qui a décidé d'être un bloc compact et de rester bas. L'avantage, c'est que en Ligue 1, ça existera toujours. En Ligue des Champions, il y a très peu d'équipes qui jouent comme ça. Voilà, en Ligue des Champions, il n'y a que des équipes qui ont envie de jouer au foot. Donc, quand vous regardez bien, à part une ou deux comme l'Atlético Madrid, parfois Villarreal sur certaines rencontres qui l'a fait, mais globalement, en Ligue des Champions, tu rencontres très peu d'équipes qui te laissent aucun espace et qui sont là que pour bétonner. Ça n'existe pas, la Ligue des Champions, c'est la Ligue, enfin, ça joue. Donc, si il est bien physiquement et qu'il trouve des espaces, évidemment que tout le monde sera gagnant. Et sa relation avec Neymar, on voit bien qu'elle a repris quelque chose, mais il ne faut pas oublier que Neymar l'année dernière, il est absent presque 4 mois. Effectivement. Mousse, est-ce que je peux te lancer sur les pistons et ton cher ami compatriote Achraf Hakimi, ou tu voulais dire un petit mot sur Lionel Messi avant qu'on passe aux pistons? Non, sur Messi, j'ai un autre à rajouter, à part le fait qu'il aurait pu effectivement inscrire quand même 2 buts sur le coup franc avec la parade du gardien montpelliérain, et aussi cette frappe du gauche où je crois que je sais plus si c'est Neymar qui lui remet, il aurait pu marquer après le même but qu'il avait mis en Ligue des Champions la saison dernière, où il fait un enroulé du pied gauche instantané. Donc voilà, non, Messi, on sent qu'il revient à son niveau petit à petit. Puis encore une fois, il n'y a pas de secret. Il a eu la préparation. Tu as un Neymar en forme. Et puis t'as pas les mêmes joueurs autour de lui aussi. Hein. Il y a peut-être un peu plus de qualité cette saison, et notamment avec Vitinha et Verratti, de manière de ballon. C'était peut-être plus difficile pour lui lorsqu'il manquait ce genre de profil la saison dernière. Même si Paredes était là aussi, et on sait qu'ils s'entendent bien, notamment en équipe nationale. Donc voilà, non, il y a pas grand-chose à rajouter. Espérons qu'il soit comme ça jusqu'à la Coupe du Monde, et qu'en revenant, il soit aussi pareil, parce que c'est sans doute sa dernière année, parce qu'il me semble qu'il y a une année encore en option, mais je ne sais pas si elle sera activée. Donc voilà. Et sur les pistons, ouais, oui. Parce que c'est vrai que les pistons, bon, je pense déjà que Lionel Messi, pour compléter, c'est vrai que c'est surtout le fait qu'il y ait des joueurs de ballon, comme tu as dit, derrière lui, et donc les ballons viennent plus rapidement, et aussi parce que c'est vraiment, je trouve, son positionnement qui fait qu'il est aussi performant, parce qu'il est enfin dans l'axe, dans sa zone de préférentielle, on va dire, et plus exilé sur un côté, dans un 4-3-3 ignoble concocté par Mauricio Pochettino. Sur les pistons, donc répétition encore une fois de la tactique mise en place par Galtier sur ce match contre Montpellier, avec un 3-4-3, avec Nuno Mendes et Hakimi une nouvelle fois. Hakimi, face à Montpellier, il a récupéré 11 ballons, c'est le record du match, et c'est son record personnel en Ligue 1 pour l'international marocain. Mais au-delà de ça aussi, même Nuno Mendes, énorme activité, on sent qu'il monte en puissance physiquement, passeur décisif sur le but de Renato Sanchez. On l'a dit et répété, Mousse, c'est les pistons qui vont faire que ce schéma-là et cette tactique prennent. Et ils ont été encore une fois, ils ont été là pour le coup très très bons, et pour alimenter les joueurs de devant. Ouais, et je trouve que surtout Nuno Mendes depuis le début de saison, plus qu'Hakimi. D'abord, c'est un joueur qui ose, il n'a pas peur. On en avait déjà parlé dans le dernier mercato. Tu vois, il est là dans la provocation, balle au pied, sur le côté, il essaye d'éliminer. Hier encore, il fait le centre pour le but de Renato Sanchez. Bon, pareil, de l'autre côté, hein, c'est vrai qu'Hakimi a eu un peu plus de ballons que d'habitude, ça a joué le truc, mais notamment aussi avec Mbappé quand il était dans son secteur de jeu. C'est vrai que ça a tendance plus la connexion Mbappé-Hakimi que Messi-Hakimi, ça c'est vrai. Enfin, ça on l'a constaté depuis plusieurs matchs, et déjà la saison dernière. Après, Yacine, il a tout expliqué, il a tout dit. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment quand tu joues, quand tu insistes pour jouer dans l'axe, même si tu as la qualité, enfin, tu as des joueurs de qualité pour le faire, hein, ça c'est vrai. Mais parfois, c'est vrai que tu as tendance un peu à oublier les 2 pistons qui sont Mendes et Hakimi. Mais pour le coup, sur ce dernier match, on les a vus un peu plus que d'habitude, en tout cas que les 2 matchs précédents. Et encore une fois, ils ont amené des buts, que ce soit Hakimi avec Neymar ou Mendes avec Sanchez, pardon. Donc, je pense que ça va monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Là, effectivement, tu avais un système de jeu que proposait Montpellier, où
Et c'était archi défensif, mais ça prouve aussi que le PSG, la saison dernière, face à ce type d'équipe, le PSG avait quand même pas mal de difficultés. Malgré tout, tu vois, tu réussis à mettre 5 buts. Les latéraux, enfin les deux pistons ont quand même pas mal participé. De mieux faire évidemment, mais moi je trouve que ça sent plutôt bon. Et encore une fois, voilà, moi j'aime de ce que je vois depuis le début, je préfère le côté gauche et l'animation qu'apporte Nuno Mendes, je trouve plus véloce. Encore une fois, il hésite pas, il propose, il ose. Il manque peut-être un peu ce côté-là d'Hakimi, même si Yacine, tu l'as très bien dit, Hakimi, c'est vrai qu'il est peut-être meilleur quand il part de beaucoup plus bas et lancé. Et je trouve que sur le jeu arrêté, Nuno Mendes est meilleur sur son côté gauche que Hakimi, mais bon, ça va venir forcément. Yacine, tu veux rajouter un petit mot sur les Pistons? J'imagine que le match de Nuno Mendes a dû te plaire dans le fait de comment dire, son explosivité, son insouciance encore qu'il a, et le fait qu'il calcule pas ses efforts et qu'il soit encore à la 80. Du coup, le but de Renato Sanchez, c'est à 88e, il me semble. C'est une minute après qu'ils sont rentrés et qu'ils sont encore à faire une course à débordement, à provoquer son adversaire direct et à centrer pour Renato Sanchez. Ouais, mais justement, je trouve que quand on le voit faire ça, et avec Hakimi, c'est pareil, je trouve qu'on s'en sert pas assez. Il a une qualité il a une vraie qualité de sens. Rappelez-vous, la dernière, il y a eu 2 ou 3 fois où il a mis des accélérations et centre intérieur du pied fort. Ah ouais, mais franchement exceptionnel. Et je trouve qu'on s'en sert pas assez. Et c'est ce que je disais sur la première mi-temps notamment, où on est parti les chercher au début, c'est parmi d'écarter Montpellier, mais rapidement on a arrêté de les calculer. Et ça, là, c'est un vrai axe de progression de ce PSG parce que non seulement quand tu vas aller toucher, tu écartes la défense adverse et en plus tu l'obliges à coulisser, mais en plus de ça, tu apportes de la variété. Parce qu'à un moment donné, quand tu te dis, je ferme l'intérieur, il y a Messi, Neymar, Vitinha, Mbappé, parfois Verratti qui est très haut, on ferme l'intérieur. Mais ils sont capables d'aller chercher sur les côtés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prépare à fermer sur les côtés ou pas? Et donc quand tu vas aller fermer sur les côtés ou anticiper, tu vas te retrouver à ouvrir l'intérieur et ouvrir l'intérieur aux joueurs qu'on vient de citer, mais tu vas te faire exploser. Et si tu n'ouvres pas l'intérieur et que tu laisses justement un peu d'espace à Hakimi, à Mendes, on a vu ce que ça peut donner. Donc voilà, le problème, c'est qu'il y a un dernier problème, et c'est pour ça que c'est le travail de Galtier dans l'animation des couloirs, mais aussi ce qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations, d'ailleurs, je vais essayer de faire une minute coach avec 3-4 séquences, parce qu'il y en a une qui m'a frappé là-dessus. Et en fait, tout se passe bien, l'action se passe bien. Hakimi reçoit le ballon et en fait, il a un temps d'avance et il ne peut pas centrer parce qu'il n'y a personne devant le but. Donc en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que tu sais, les gens vont dire ouais, mais Hakimi, il a le ballon, il ne centre pas. Mais en même temps, il ne peut pas centrer. Il n'y a personne qui vient devant le but. Il y a l'action de Mendes dont je parlais tout à l'heure où il fait le centre, le ballon passe devant le but, il n'y a personne devant le but. Et il y a même une action de Neymar qui, à un moment donné, il fait un dribble. Je ne sais pas s'il frappe ou il croise, mais en tout cas, le ballon passe devant le but entre les jambes de Homelin et le ballon devant le but. Et encore une fois, il n'y a personne devant le but. Donc, cette présence-là, elle est négative pour les joueurs de couloir quand tu analyses leur match. Parce que tu vas dire, ils ne centrent pas, mais en même temps, est-ce qu'ils vont centrer s'il n'y a personne? Voilà, donc il y a ce truc-là à trouver, parce que vraiment, avec la variété que ça va t'offrir, avec les qualités qu'ils ont, ça va être une vraie arme en plus, ça va être une variété de plus, et ça va être donc des doutes en plus dans la façon de défendre des adversaires. Bon, maintenant qu'on a parlé des Pistons, on peut parler quand même de Kylian Mbappé, qui faisait sa rentrée quand même officielle avec le Paris Saint-Germain après avoir manqué les 2 premiers matchs officiels de la saison 2022-2023. Clément, parlons de son match sur le sportif déjà. Il provoque le but sur le CSC de Sako avec cette frappe. Il marque quand même en deuxième période sur corner. Bon, on l'a vu beaucoup agacé par certains choix de ses coéquipiers de ne pas le servir directement. Évidemment, il y a ce penalty aussi raté qui rentre en compte dans son match. Comment analyser son match? Évidemment, on est obligé de tenir un peu compte de l'extra sportif avec ce qu'il y a eu, mais sur le terrain, toi, comment tu as ressenti après le match, sur le match? J'ai senti un joueur qui était vraiment pas prêt à 100%, ça c'est clair. Un match décevant dans l'ensemble. Il a été décevant parce que en fait tout est lié, donc c'est compliqué de dissocier le joueur de l'attitude. Je sais qu'on va faire un focus sur l'attitude après. Globalement, sur le joueur, il a perdu énormément de ballons. Notamment en deuxième mi-temps où il a vraiment, il y a un moment où on sentait qu'il voulait mettre son but, tu vois, et il tentait tout le temps et il perdait systématiquement le ballon.
En première mi-temps, bon, il a aussi un peu pâti du circuit préférentiel entre Messi et Neymar, qui fait qu'il a parfois pas eu le ballon qu'il aurait dû avoir. Et en même temps, ses choix, ses positionnements n'étaient pas toujours judicieux. Bon, le penalty qu'il rate, il est pas super bien tiré, mais il est pas mal tiré non plus. L'arrêt est vraiment beau. Oui, l'arrêt est beau que le penalty rate. Voilà. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Ça l'a encore plus agacé. Donc dans ses choix, il a encore été plus maladroit. Pour autant, il a très bien joué avec Hakimi. Quelle grande surprise. Non, mais voilà, il se trouve en permanence, les deux, que ce soit Mbappé qui décale Hakimi, Hakimi qui lance Mbappé. Bon, ça, moi, je pense que c'est plutôt positif, ces circuits-là. C'est comme j'en parlais avec Jordi Alba et Messi au Barça à l'époque. C'est vrai que ça paraît un peu répétitif, presque parfois borné. Mais bon, quand ça fonctionne, c'est plutôt bien. Pour le reste, voilà, c'était pas un bon match d'Mbappé. Voilà, il était maladroit, il était un peu borné par moment. Il était en deçà de ses deux compères d'attaque offensifs. Mais je suis pas inquiet. Attention, hein, il revient de blessure, il est encore en prépa et moi j'ai aucun doute sur ce mec-là. On a vu son vrai niveau, il va revenir. C'est un compétiteur et évidemment son vrai niveau, je suis pas du tout préoccupé quoi. Il va le retrouver très vite. Mousse sur le match d'Mbappé en lui-même. Bon, c'est vrai que physiquement, en plus, Galtier l'a dit en conférence de presse d'après-match, évidemment, il n'est pas encore à 100%, c'était son premier match. On sait qu'il était gêné par un petit souci musculaire la semaine dernière. C'était à l'aine, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Adducteur, non? Adducteur? Je sais plus, il me semble que c'est les adducteurs, mais peut-être. J'ai un doute, mais en tout cas, voilà. C'est ça? C'est adducteur? Ouais, les adducteurs. D'accord, bon, alors les adducteurs, mais à coup pas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il manque encore un peu de jus sur certaines actions. Comment tu juges son match? Bon, il a fait un mauvais match. Hein. Faut être clair. Pour moi, le match, il est pas bon. Sa qualité première, c'est l'explosivité. On l'a pas vu. Après, c'est vrai que quand tu sors t'as pas fait les deux derniers matchs, t'as pas pu t'entraîner correctement collectivement, etc. C'est un peu plus compliqué pour lui. Donc là-dessus, évidemment, il a fait un mauvais match, certes. Il n'aura pas lui tomber dessus sur un mauvais match. C'est plus l'état d'esprit qui nous a gênés hier. Mais footballistiquement parlant, sur le terrain, il n'a pratiquement rien apporté. Alors il est sur des buts. Hein. Il y a le CSC, il y a aussi le premier penalty où il joue, où c'est lui qui donne pour Neymar, il me semble, sur le premier penalty qu'il rate. Pour le reste, effectivement, c'est lié aussi à l'état d'esprit dans lequel il est au moment où le match débute. Il avait déjà eu des échos aussi à l'entraînement qu'il n'avait pas trop le sourire, etc. Alors, évidemment, il est possible qu'il ait des problèmes personnels et que ça l'affecte. Si tu ajoutes les problèmes personnels et la condition physique, effectivement, après, ce qu'il faut regretter, c'est l'état d'esprit, c'est tout. On va en parler après, mais sur le match, effectivement, voilà. Il y a aussi le fait que les deux, tu parlais de circuit préférentiel, Clément, t'as pas tort. Les deux, ça fait deux matchs officiels qui jouent où ils s'éclatent tous les deux. Avec eux, le troisième larron, c'était Sarabia. C'est un joueur qui va pas trop se plaindre et malgré tout qui va continuer à faire profiter de ses appels aux deux autres et Sarabia, il connaît son rôle aussi dans cette équipe. Il sait très bien qu'il va pas être titulaire, donc il a accepté le fait d'être la cinquième roue du carrosse, c'est comme ça qu'on dit. Mais Mbappé, c'est pas Sarabia et effectivement, lui, il n'accepte pas. Il veut participer au même titre que les autres et on parlera après de l'attitude. Et c'est dommage parce que le PSG fait un bon début de saison et voilà, on se prend une petite polémique à la con alors que tout va bien. Mais ça, on va en parler. Mais sur le terrain, honnêtement, RAS, hein, il n'a pas fait un bon match. Yacine, est-ce que je peux te lancer directement sur Penalty Gate? Non, tu veux peut-être dire un petit mot sur Mbappé quand même. Allez, je te laisse et après je te relancerai sur l'épisode de Penalty parce que ça va nous emmener justement vers cet épisode extra-sportif entre Mbappé et Neymar. En fait, je vais dire juste un mot. Et en fait, vous allez retrouver ce que j'ai déjà dit sur Neymar. C'est pas casse-toi quand même. Non. Ce que j'ai déjà dit sur Neymar. En fait, quand t'es pas bien physiquement, t'es moins lucide. Quand tu es moins lucide, tu fais trop de touches de balle. Quand tu fais trop de touches de balle, tu te fais rentrer dedans et tu perds des ballons. Mais au lieu de redevenir dans la simplicité, tu veux reprouver que tu es au niveau. Donc tu continues à reprendre le ballon et au lieu de jouer à une touche de balle, de continuer de le garder. Mais tu le gardes parce que tu n'es pas bien et ainsi de suite. Donc en fait, évidemment que c'est parce que d'abord il n'est pas bien physiquement qu'il a 3 matchs de retard. Parce que, comme l'a dit Galtier, le dernier match au Japon, il joue que 30 minutes.
parce que Galtier prépare le trophée des champions. Au trophée des champions, il n'est pas là. Et à la première journée, il n'est pas là. Donc, il a 3 matchs de retard. Quand les autres ont joué 3 matchs, lui, il a joué 30 minutes. Donc, il a du retard parce que, je répète, l'entraînement, c'est bien pour le fond, pour les automatismes, pour travailler certaines choses. Mais le rythme d'un match, tu ne le prends qu'en match. Donc, aujourd'hui, il a allez, on va peut-être pas dire 3, mais 2 matchs de retard. Voilà. Et le problème, c'est que cette frustration, après, bah, évidemment, que en fait, elle rejaillit en fait sur tout. Parce que, en fait, on a l'impression que tu es énervé après les autres, mais c'est pas que ça, tu es aussi énervé après toi. Mais comme tu vas pas te crier dessus, en fait, tu fais des remarques aux autres. Voilà, et en fait, c'est l'engrenage. Et ce qu'on a vu, encore une fois, toute proportion gardée quand même, d'Mbappé samedi soir, en fait, on a vu Neymar. On a vu le Neymar qui revient de blessure, à qui tu as envie de mettre des claques parce qu'il garde le ballon, parce qu'il s'énerve avec les autres, avec ses partenaires, avec ses adversaires, après l'arbitre, parce qu'il n'est pas bien. Voilà, on a vu Neymar, sauf que c'était Mbappé. Et on n'a pas l'habitude. Ouais, et le symbole de ça, Yas, et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est l'action en fin de première mi-temps où Vitinha part seul déclenche un contre. Il a un joueur à côté droit, à Mbappé côté gauche, et quand Mbappé voit que Vitinha il fait la passe à celui qui il y a Hakimi et Messi de l'autre côté. Hakimi, voilà, c'est ça. Et ben Mbappé, il abandonne la course, il met les mains sur les hanches, il râle. Et ça, c'est le symbole du match d'Mbappé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais cette image, elle a fait le Tour de France, le Tour du monde. Et à son niveau, c'est juste inacceptable d'avoir cette attitude à ce moment-là du match. Ça, c'est juste pas possible. Et surtout, tu as raison, Mousse, et Clément, je pense que tu vas pouvoir réagir dessus, c'est surtout qu'il s'arrête. Parce qu'au-delà de râler et de continuer à dire dans un premier temps, mets-la moi, et de continuer l'action, parce qu'au final, ça termine quand même sur une action. Hakimi finit par tirer. Bon, il aurait pu la remettre en retrait à Messi. Messi, d'ailleurs, râle un peu, enfin, lui jette un regard assez noir. Mais il y a une action de but. Donc là, Mbappé aurait pu se retrouver dans la surface et marquer. Et là, vraiment, il arrête sa course et il se tourne limite vers Christophe Galtier sur le banc, quoi. C'est vraiment, on voit ça en amateur quand t'es énervé parce qu'un mec te passe pas le ballon, tu dis à ton coach, vas-y, il me saoule, lui, il me passe jamais la balle. Et sauf que là, on est sur un match de Ligue 1, Clément, et c'est le PSG, quoi. Non, mais c'est clairement interdit. Enfin, je pense que si Neymar avait fait un truc pareil, on lui serait tombé dessus 3 fois plus. Voilà. D'ailleurs, il l'a pas fait qu'une fois dans le match. En deuxième mi-temps, il a refait un truc un peu similaire où il a pas le ballon et il regarde Hakimi les mains sur les hanches en mode regarde, il joue contre eux encore. Je sais pas si c'est ce qu'il dit, mais c'est plus ou moins ça, j'ai l'impression. J'ai vu une vidéo ce matin, je sais pas si c'est volontaire ou pas, où il bouscule Messi à un moment donné en passant devant. Non, alors, ils ont élargi l'action. En fait, c'est parce que Messi le regarde pas en faisant un gros yeux Mbappé, c'est parce qu'il y a le penalty et il regarde Messi et il regarde Mbappé et Neymar qui discutent pour le ballon, pour celui qui prend le ballon. En fait, le plan large, c'était un peu faussé ce plan-là, on va dire. En fait, c'est le ralenti plus la musique drama qu'il y a derrière. T'as l'impression que Mbappé met un coup d'épaule à Messi et que Messi lui en veut à mort. Mais en fait, en vitesse réelle, il passe devant lui, il se touche, mais il se calcule même pas en fait. Rien. Non, mais, donc ça c'est voilà, c'est des choses qui sont interdites. Moi, ce qui m'énerve, c'est que on dirait qu'ils se parlent pas, les mecs. Mbappé, c'était un truc à reprocher à, je sais pas, pas Vitinha vient d'arriver, mais à Messi, Neymar et tout. Mais vous étiez potes il y a 5 mois ou 6 mois, ou même, enfin, vous êtes dans le même vestiaire, vous êtes tous les jours ensemble, mais discutez. Enfin, moi, si j'ai ça dans mon équipe de foot le mardi matin au 5, je vais voir le mec et je lui dis, bah attends, il y a un souci, tu me donnes pas le ballon, essaye de jouer plus à gauche, etc. Machin. Surtout que c'est des mecs intelligents, c'est des grands joueurs. Là, on a l'impression que c'est des clans qui se parlent pas et sur le terrain, bah, tout explose. Donc je trouve ça très stupide. Et dans tous les cas, Mbappé, il peut pas faire ça. C'est en plus lui qui veut être un exemple pour les jeunes, qui a un modèle au-delà même du foot. Là, il donne une image dégueulasse. Ah, j'ai volé un mot à Yacine. Mais ouais, non, il donne une mauvaise image et voilà, c'est terrible. Yacine, on va prendre justement. Donc on va rentrer. Je pense qu'on a été assez clair sur le sportif. Rentrons dans l'extra sportif. Et on va parler encore un peu de terrain, mais ça va jouer sur ce qu'on va développer dans cette deuxième partie. On joue la 22e minute, samedi soir, quand Paris se voit accorder un penalty, après une main de Jordan Ferry dans la surface. Kylian Mbappé prend le ballon. Alors, il a été désigné par Christophe Galtier comme tireur numéro 1 des penaltys sur ce match-là, et Neymar en deuxième. Donc, Mbappé prend le ballon logiquement, Neymar ne dit rien. Donc, Jonas Omlin repousse le penalty, d'une très belle parade d'ailleurs.
Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais juste avant la mi-temps, nouveau penalty accordé au Paris Saint-Germain, sur une main cette fois de Falaye Sakho, et pas Mamadou Sakho, qui était sur le banc malheureusement pour son retour au parc. Et l'année dernière, il avait été blessé, le pauvre. Il n'a pas de chance depuis qu'il est à Montpellier. Il est rentré quand même. Il est rentré quand même en fin de match, mais bon, ça aurait été plus sympa de le voir. A priori, Sakho, il fait le premier match de Montpellier, c'était pas terrible. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était sur le banc, tu vois. Mais bon, on aurait bien voulu le voir quand même, notre Titi Mamadou Sakho sur le terrain, évidemment. Et donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, Yacine, mais juste avant la mi-temps, donc nouveau penalty accordé. Et cette fois donc, et l'image aussi a fait le tour du monde. Cette image où Mbappé dit à Neymar, laisse, donne-moi la balle, donne la balle. Et Neymar prend le ballon et regarde, et il pose le ballon et Mbappé vient lui parler à côté en disant, donne-moi le ballon, quoi, je vais le retirer, je suis tiré numéro 1. Et Neymar le regarde limite à peine, en disant, mais non, t'as eu ta chance, t'as loupé, tant pis pour toi. Et donc Neymar prend le ballon et va marquer ce penalty avec sa technique si particulière, tranquillement ajusté Younes Somlin. Et c'est à partir de là, Yacine, en plus de l'action qu'on vient de décrire juste avant, on voit que ça prend de l'ampleur et qu'Mbappé est vraiment de plus en plus agacé et qu'il y a une fissure dans le match. Ouais, parce que je pense que l'échec du premier tir, en fait, il n'a pas marqué encore à ce moment-là. Donc, quand il y a le deuxième penalty, puisque le premier but, c'est lui qui centre, mais c'est un CSC. Donc, il n'a pas encore marqué. Il a été désigné tireur numéro 1. Il a envie de se reprendre, il a envie de marquer parce qu'il n'a pas encore marqué. Il a envie de marquer parce que depuis le début du championnat, il n'est pas là et que les autres sont en train de marquer. Donc, il y a tout, sauf qu'il a raté le premier. Et il est obligé d'en tenir compte. Il ne peut pas faire comme s'il l'avait pas raté. C'est pas le tireur numéro 1 et puis s'il y a 3 pénaltys, c'est toujours lui qui tire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas là. Et en plus, quand à côté de toi, le tireur qui est désigné numéro 2, c'est normalement le numéro 1 parce que c'est un des meilleurs tireurs de pénalty du monde. Voilà, mais aujourd'hui, on est dans un football. Moi, des fois, c'est terrible, mais alors évidemment qu'avec les réseaux, avec la médiatisation, ça prend de l'ampleur, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent, qui sont arrivées même dans le passé, dans le football. Mais globalement, on est quand même sur des trucs terribles parce que cette histoire de penalty, en fait, alors évidemment que Neymar est un meilleur tireur de penalty. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent à comparer parce que j'ai vu les chiffres rapidement. Neymar est à 82% de réussite, toutes compétitions confondues dans sa carrière. Et sur 70 penalties, et Mbappé est à 80, donc il y a 2% de différence, mais sur 20 penalties. Et il y a des mecs qui disent, hey, il y a 2% de différence. Oh, mais il y a 55 pénaltys de différence aussi, les gars. Donc, à un moment donné, juste ouvrez les yeux, soyez lucides 2 minutes, quoi. Le mec, on a raté, enfin, voilà, quoi. Il est à 80% sur 20. D'ailleurs, et je t'en donne la parole, Yacine, j'ai la stat sur Kylian Mbappé en Ligue 1. Kylian Mbappé, il a manqué 4 de ses 21 pénaltys tentés avec Paris. Alors, c'est toutes compétitions confondues. Les 4 à domicile. Il affiche 100% de réussite dans l'exercice à l'extérieur, 8 sur 8, contre 69% à domicile. Et donc, ce n'est que la deuxième fois qu'il en manquait en Ligue 1 sur 11 tentatives. Et le dernier, est-ce que vous vous souvenez, c'était quand? En 2019? C'est Marseille. Contre Marseille. Ouais. C'était contre Marseille. Le 17 mars 2019 contre Marseille, c'était la dernière fois que Mbappé avait manqué un penalty. Ouais, encore là, il y avait une histoire ce jour-là. Di Maria. Ouais, c'est ça, voilà, Di Maria, exactement. Donc voilà, et en fait, et je vais terminer là-dessus sur l'histoire des pénaltys. Moi, ce qui me fait rigoler, et je vais être un peu vulgaire, je suis désolé, mais aujourd'hui, le football, c'est quand même de la branlette. C'est que combien il y a de pénaltys par an? T'en as, allez, 10, 12. C'est-à-dire que vous allez nous les briser pour 10 pénaltys dans l'année. C'est ça votre vie, quoi. Votre vie, c'est de nous casser, de nous les briser pour 10 pénaltys dans la saison sur 60 matchs. Et en plus, sur les 10 pénaltys, vu qu'il y a les suspensions, les blessés, il y a une chance sur 2 que déjà sur les 10, tu ne sois pas là 2 ou 3 fois. Mais Neymar, c'est sa 6e saison. Vous avez vu comment il a tiré 23 ou 24 pénaltys. D'accord? Alors, il y a eu les blessures et tout, hein, mais il a quand même joué plus de 200 matchs. Il a 24 pénaltys. 25. 25 tentés et 22 marqués sur pénalty voilà. En Ligue 1 avec Paris depuis qu'il est arrivé. Donc 25, on est à la 6e saison. Mais ça représente quoi un penalty dans votre saison? Arrêtez de nous faire chier avec vos conneries. Jouez au foot et arrêtez de nous casser la tête avec de la merde en fait. Non, mais là, juste 2 secondes, on évite quand même le fait que on a de la chance que Messi, vu son statut, etc., s'en fout de tirer les pénaux. Bon, il les tire mal, mais on s'en fout que
on s'en fout. Parce que imagine le mec, il arrive, bon, c'est Messi, et lui aussi, il va y tirer les pénaux. On fait Et Sergio Ramos. Ouais, Sergio Ramos pareil. qui les tirait. Sergio Ramos, il est tiré tous au Real, Ouais, effectivement. non, mais voilà, donc, eux, ils s'en foutent parce que je pense qu'ils ils ont plus d'expérience, plus de recul, etc. Mais ça aurait pu être une cacophonie, cette histoire de penalty au PSG. Oui, t'as raison, Clément. Mousse, alors on parlera après des likes, etc. Je vous dirai après, mais déjà sur le penalty et sur ce qui s'est passé sur le terrain, Mousse. Oui, bon après, déjà, il faut dire que c'est pas propre au PSG. Faut quand même le répéter, ça arrive dans tous les clubs. Là, c'est le début de saison. Voilà, c'est pas un truc de fou non plus. Nous, on avait connu à l'époque avec Louboya et Ronaldo. Je sais pas si vous vous rappelez. On s'était bien marré. Et d'ailleurs, ça s'était pas passé aussi bien. Oui, On se parlait pas de la même depuis façon. longtemps. Ah ouais. Et en plus, il a foiré derrière, tu vois. Donc voilà. Alors sur le penalty, honnêtement, à la place d'Mbappé, c'est normal que quand tu rates le penalty, t'essayes, tu tentes de le retirer une deuxième fois. Parce que comme l'a dit Yacine, il n'avait pas encore marqué. Je pense que Galtier, c'est quelqu'un d'intelligent. Comme c'était la reprise d'Mbappé, il a dû leur dire voilà, s'il y a le premier penalty, on le donne à Kylian, il lance sa saison, il met son but. Il a dû sentir aussi qu'il n'était pas très bien. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Pour la réaction d'Mbappé, c'est une réaction d'un joueur foot professionnel humain. C'est-à-dire qu'il est pas content de lui, il a raté le premier. Il se dit, si jamais je marque pas de but pendant la rencontre, ce qu'on va retenir de mes 90 minutes, c'est le penalty raté. Donc il faut absolument que je finisse pas ce match sur ça. Donc il tente le coup, il va demander à Neymar. Neymar lui dit non. Après Mbappé, il fait pas de geste, il part en fait, tu vois, il en rajoute pas non plus des tonnes. Hein. C'est pas Ronaldo Louboya, en effet. Il accepte parce que sans doute qu'il savait aussi que Galtier avait donné des consignes sur le deuxième penalty. Et effectivement, moi je pense que pour éviter tous ces mini drames à la con, prenons une décision. Neymar, on voit ses stats, on sait que c'est un spécialiste du penalty, qui lui file tous les penaltys de la saison, ça évitera les pleurnicheries des uns et des autres. Et puis lorsque dans sa grande bonté, Neymar voudra bien en laisser un à Mbappé ou Messi, je pense que c'est un mec cool, Neymar, il le fera, voilà, c'est pas un souci. Il l'a fait l'année dernière. Mais oui, c'est pour ça que je dis que moi je pense que Neymar, c'est pas du tout le mec qu'on veut. À ce niveau-là, je pense qu'il est moins pire qu'Mbappé. Tu vois, dans le truc, ouais, il faut absolument des stats, etc. Je pense il aime ça lui aussi, mais je pense que c'est un degré moindre que Kylian Mbappé. Et pour finir sur Mbappé, je pense que il a fait la gueule dès le début. Dès le départ, quand il est rentré sur le terrain, on l'a déjà vu faire ce genre de tête la saison dernière, la saison d'avant. Quand il est pas content, quand il est frustré, en général, il fait des mauvais matchs, il fait des mauvais choix. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'en interne, ça va se régler, que les deux vont être convoqués, que ça va, parce que c'est encore une fois, tu tires une balle dans le pied en ayant cette attitude. Le début de saison, il est plutôt bien. Et ce qui m'agace le pire, c'est que tout l'été, après la prolongation d'Mbappé, il a fait beaucoup d'interviews en parlant de oui, il faut qu'on devienne une équipe, il faut qu'on devienne un collectif. Et certes, tu as peut-être des problèmes personnels, mais les problèmes personnels, tu les laisses pendant les 90 minutes. Tu as donné beaucoup d'interviews en te faisant passer pour un mec qui veut changer les choses, qui veut arrêter les passes droits, qui veut ceci, qui veut cela. Mais l'image que tu as donnée samedi, c'est l'image d'un enfant pourri gâté qui boude dans son coin parce que c'est le chouchou normalement, et que ce soir-là, et que ça fait 2 semaines, c'était plus trop le chouchou parce qu'il n'a pas joué, et que Messi et Neymar ont brillé, et que Neymar revient sur le début de la scène. Et je pense que Neymar, quelque part, lui aussi, j'arrête là, avec tout ce qui s'est passé, la prolongation d'Mbappé, le fait qu'on fasse d'Mbappé le joueur numéro 1 au PSG, évidemment que ça a piqué son orgueil à Neymar, et qui s'est dit, bah voilà, moi je vais vous montrer que je suis pas mort, je vais faire une putain de saison, un putain de début de saison, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il faut vraiment qu'ils se parlent, qu'on arrête ces gamineries à 2 francs 6 sous. On a un bon effectif, il y a du bon travail qui est fait, le coach vient d'arriver, il y a moyen de faire une super saison. Voilà, faut juste qu'ils se parlent et qu'on arrête les conneries. Avant de parler des likes qu'il y a eu après de Neymar sur Twitter le samedi soir, enfin dans la soirée, Clément, c'est vrai, et Mousse en parlait à juste titre, et avec raison, c'est vrai que ton début de saison démarre très bien. Je me mets dans la place d'Mbappé. Il dit vouloir
une équipe plus soudée qu'avant, plus collective, etc., qui joue les uns pour les autres. Il voit que Neymar revient à un très bon niveau, Messi pareil. Tu devrais dire intelligemment, même si tu as des problèmes perso, etc., ça je suis d'accord, ça peut influer sur ton moral, sur le coup, etc., mais pourquoi ne pas se dire plutôt profiter de justement du niveau retrouvé par les deux et ces deux compères plutôt que de dire putain il me prend la place de numéro un et les lumières vont être sur lui. Pourquoi ne pas et ça revient à ce que je disais tout à l'heure Clément, la communication, c'est de se dire là les gars on peut faire quelque chose cette saison. Chacun revient à son niveau. On a un entraîneur qui est cohérent dans ses choix, qui aligne le même 11 sur les mêmes matchs, qui met un dispositif qui convient à nos qualités aux joueurs qu'on a dans l'effectif. Pourquoi réagir de cette manière pour des petites choses sur le terrain, quoi. Alors qu'en plus, il sait très bien que ça va prendre une dimension énorme parce que c'est le Paris Saint-Germain et parce que tout le monde regarde à les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain, qu'il y a des caméras partout. Donc tu peux pas tout ce que fait Mbappé sur le terrain, ça sera disséqué, analysé et puis grossi, voire grossi. Ouais, peut-être qu'ils se parlent pas assez, ces joueurs-là. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'échanges. Je sais pas, c'est une supposition parce qu'on n'est pas dans le groupe, on n'est pas dans le vestiaire. Peut-être que là, toi, tu raisonnes comme si nous, toi, moi, on était à sa place, mais lui, c'est différent. Lui, dans sa tête, c'est sûrement le king, le roi. Je viens d'être prolongé. Je vous ai fait l'honneur, vous, Parisiens, de rester au PSG. Donc vous jouez pour moi. Vous, voilà, c'est moi le roi. Peut-être que lui, dans sa tête, sur le terrain, il est en train de se dire, attends, ok, ils ont été bons 2 matchs contre Clermont et contre Nantes, mais là, je reviens, le patron revient. Et j'ai raté un péno. Neymar, il pourrait me la laisser, tu vois. Il pourrait me la filer. Peut-être que moi, je pense que dans sa tête, c'est comme ça, tu vois. Lui, il raisonne comme ça. Il dit, j'en ai raté un. Il va pas faire l'enfoiré. Il va me laisser le deuxième pour que je mette mon péno, tu vois. Et non, bah, Neymar n'a pas raisonné comme ça. Et voilà. Et puis, s'en sont suivi une série de frustrations. Mais voilà, moi, je pense que c'est vraiment dans son état d'esprit. Il s'est dit que pour lui, voilà, c'est le patron, c'est le boss. Les autres doivent jouer pour lui. C'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'ego dans cette équipe. Il y a beaucoup de grands joueurs, même de légendes. Et donc moi, je pense que, encore une fois, je pense que ça va se tasser. Je pense qu'ils vont discuter. J'espère qu'ils vont discuter. Si Campos et Galtier joignent les actes aux mots du début de saison, forcément, il va y avoir cette petite réunion. Ils vont échanger, etc. Mais voilà. Après, je pense qu'on va venir au prochain sujet. Ça dépend de la nature profonde de la relation entre Neymar et Mbappé aujourd'hui. Si vraiment il y a un malaise, quelque chose qui s'est brisé, mais irrémédiablement, là, ça va être plus compliqué. Là, il va falloir vraiment réussir à mettre tout ça de côté sur le terrain. Et voilà. Et c'est vrai que, même comme dans la vie d'ailleurs, quand il y a une situation à 3 comme ça, c'est jamais bon. C'est toujours compliqué à 3 parce que t'es toujours en 2 contre 1 à un moment donné. Il y a toujours quelqu'un qui est isolé. Et bon, là, forcément, ce sera Mbappé, quoi. Tu me fais une très belle transition, Clément. Oui, Mousse, t'as levé le doigt. Est-ce que je peux faire une petite explication sur la relation Neymar et ce qui s'est dit notamment récemment, ou tu préfères qu'on attende sur le fait que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar? C'est ce que j'allais faire justement. Expliquer un peu ce qu'il en est. D'accord. Bah, je voulais lancer Yacine, mais est-ce que tu voudras faire un petit récap? Tu veux faire un petit récap de tout ça? En gros, c'est de dire pourquoi. Alors, parce que là, on parle du match, etc., du match samedi soir, mais l'histoire remonte à déjà cet été. Il y a d'autres choses qui sont pris en compte. C'est une information qui a été donnée par plusieurs confrères, notamment Romain Molina sur Twitter, c'est que Neymar aurait appris que Kylian Mbappé, dans ses demandes pour prolonger au Paris Saint-Germain, n'aurait pas été contre un départ de Neymar cet été durant le mercato. Et ce qui est dit. Ouais, Mousse, vas-y. Non, Romain dit carrément qu'il a demandé, par exemple, que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar. Alors, c'est pas tout à fait ça. La réalité est un peu différente, en gros. Lorsqu'il y a eu les négociations et lorsque le PSG a vu qu'ils étaient très proches de signer Mbappé, évidemment, il y a eu des discussions et dans la discussion, il y a le sujet Neymar qui a été évoqué. Mais Mbappé n'a jamais dit clairement qu'il souhaitait le départ de Neymar. Il a toujours dit, de toute façon, le PSG, il est plus fort avec Ney et moi, évidemment. Sauf que lui, ce qu'il demandait, c'était peut-être d'arrêter un peu les passes droits, tu vois, les vacances prolongées, etc., machin, que le club soit peut-être, mais concernant tout le monde en fait, hein, pas que Neymar, soit un peu plus sévère sur ceux qui ont une vie extrasportive un peu délurée, un peu, voilà, le fait qu'ils sortent, le fait qu'il aime faire la fête, etc. En gros, lui, Mbappé, il dit, s'il reste, moi, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il change certaines attitudes. C'est ça qu'il demandait, en fait.
Il voulait juste un peu plus de professionnalisme chez Neymar. Et ensuite, si le PSG dit mais si on le vend, ah voilà, si vous le vendez, vous le vendez. Il y aura d'autres joueurs, c'est pas un souci. Mais c'est pas lui qui a fait la demande. Quand lui on a parlé, il a dit moi, le PSG est plus fort avec Neymar. Quand Neymar est sérieux, quand Neymar, quand Neymar joue, quand il respecte le jeu, quand il respecte le collectif. Mais c'est un mensonge que de dire que explicitement Mbappé est rentré dans le bureau de Nasser en disant voilà, moi je veux plus de Neymar, etc. Non, c'est juste ça l'a saoulé quelques passes droits, l'attitude parfois de Neymar, tu vois, qui faisait la fête et qui n'était pas forcément très en forme le lendemain, ou qui ratait quelques entraînements. Et pour lui, ça c'était juste inadmissible aux yeux d'Mbappé. Par contre, il n'a pas demandé noir sur blanc à ce que Neymar parte. Mais ça ne l'aurait pas dérangé s'il était parti. Voilà. Donc il y a quand même une grosse nuance entre ce qui se dit actuellement sur les réseaux, etc., et la vérité. Mais il y a quand même on va dire un petit fossé qui s'est créé quand même depuis que Messi est arrivé et qui est très proche de Neymar. Et Neymar et Mbappé, on est d'accord, Mousse? Bien sûr, parce qu'en fait, la relation Neymar-Mbappé, elle était très forte quand ils sont arrivés à l'été 2017, et ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, ça s'est un peu dégradé à cause de ça, en fait. C'est à cause du sportif que Mbappé a commencé à reprocher à Neymar certaines choses, tu vois. Le fait de pas être sérieux, le fait de pas venir aux entraînements en sortant des excuses bidons, ou de partir en vacances avant les autres, de revenir après les autres. Et donc, du coup, effectivement, même si sur le terrain, il y avait encore un peu cette complicité, cette relation, en dehors, ça s'était un peu terni, mais c'est pas non plus la guerre. Aujourd'hui, je sais pas vraiment ce qu'il en est, si c'est vraiment glacial à ce point-là. Peut-être que oui, parce qu'on va parler des likes de Neymar, tu vois. Mais je pense que ça peut encore s'arranger, et que si Campos et Galtier leur part fait une réunion et leur dit ça c'est terminé, et notamment parce que les deux sont en tort, hein. Il y a l'attitude d'Mbappé sur le terrain, etc., et il y a les likes de Neymar. Ça aussi c'est pas normal, tu vois. C'est que là tu mets le club en porte-à-faux, donc. C'est pour ça que Mousse, tu me fais une très belle passe D, je vais lancer Yacine dessus, c'est que ça aurait pu s'arrêter sur cette histoire de penalty, sauf que dans la nuit de samedi à dimanche, Neymar, ou son community manager, on ne sait pas, a aimé, avec son compte officiel, plusieurs tweets assez incisifs, on va dire, au sujet du penalty manqué d'Mbappé. Je vais vous citer les 2 tweets qui sont ressortis le plus. Donc un des tweets likés critique clairement le penalty manqué de Mbappé et le choix de Galtier d'en faire le premier tireur du PSG. Donc je cite le tweet que Neymar a liké. Aujourd'hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien encore une fois sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a raté. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison, une absurdité. Alors déjà, c'est faux, parce que Galtier, il a dit que c'était sur le match et pas sur la saison. Et enfin, l'autre like marquant, qui provient également d'un compte fan de Neymar, qui descend à nouveau le Mbappé. Alors, je cite, maintenant c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les pénaltys au PSG. Clairement, c'est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième frappeur, aucun. Il paraît qu'à cause du contrat, Mbappé est le patron du PSG. Et Yacine, là, je me tourne vers toi parce que il y a eu un article de l'équipe hier soir qui est tombé comme quoi Campos et Galtier allaient réunir, en tout cas parler avec les 2 joueurs pour calmer les choses. Mais selon toi, avec ces tweets likés par Neymar, donc on sait très bien, c'est fait indirectement pour passer un message parce qu'il savait très bien que ça allait être repris partout. Que doit faire la direction, selon toi, pour calmer tout ça, pour pas que ça mine le vestiaire pour la saison? Toi, l'éducateur, toi qui a bossé dans des clubs, donc tu sais un peu comment c'est. Pas de cette dimension-là, mais tu sais comment on fait. Le problème, c'est que il y a beaucoup de choses et en fait, Mbappé, quand il fait tout ça, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il envoie un message. Toi, tu dis, les likes, c'est un message. En fait, c'est un message réponse. Oui. Quand il s'arrête dans l'action sur Vitinha, en plein milieu, qui se tourne, qui lève les bras et qui dit des choses. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Rappelez-vous l'histoire avec Tourelle. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et j'avais dit à l'époque, il sortira plus jamais d'un match. Ça n'a pas raté. Il sait très. Tout ça, c'est des messages. Ces mecs-là, ils sont préparés. Ils ont une armée autour d'eux. Et tout ce qu'ils font, c'est calculé. Donc, il a envoyé des messages. Le penalty, quand il va voir Neymar, évidemment qu'il a le droit. Évidemment que c'est pas grave. Et évidemment qu'il peut dire ouais, j'ai pas encore marqué. Mais il vient de le rater. Il sait très bien ce qu'il fait. Tout ça, c'est calculé. Tout le match. Et rappelez-vous, il y a eu
je sais plus c'était quand, là, il y a un an ou un truc comme ça. On avait déjà fait un podcast où on avait parlé de ça, l'attitude d'Mbappé, les messages qu'il envoyait, etc. C'est le roi de ça. Il est fabriqué. Donc, une fois que tu as fait ça, tu te dis, est-ce que la réponse de Neymar, elle est stupide? Oui. Est-ce que tu peux la comprendre? Ah oui. Le mec s'est fait. En fait, il s'est fait. Ben si. Parce que, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous, on se dit, je parle pas en tant qu'institution. Je parle en tant qu'être humain. Est-ce que la réponse de Neymar, elle est logique? Mais évidemment qu'elle est logique. Parce que, encore une fois, je vais répéter ce que je dis 1000 fois, on a affaire à des gamins. Alors, des gamins avec de l'argent, des gamins avec une armée de community managers, etc. Mais des gamins quand même. Des gamins de cours d'école. Voilà. Quand l'autre, il te dit, je vais être le tireur de penalty, c'est de la gaminerie. Voilà. Alors après, il y en a qui peuvent te dire, ouais, mais ça montre que tu es le patron. C'est de la gaminerie. Voilà. Vous vous cassez pas la tête, c'est de la gaminerie pour 5 penalties dans l'année. Donc, tout ça, en fait, tu peux le comprendre. Maintenant, il y a des sanctions à prendre. Évidemment que Neymar, il ne doit pas liker pour dire, tiens, voilà ce que disent les autres, regarde bien, et en plus, j'aime ça. Voilà, évidemment qu'il ne peut pas faire ça. En tant qu'institution, je ne parle pas en tant qu'être humain. Évidemment qu'Mbappé ne peut pas avoir le comportement qu'il a eu. Mais tout à l'heure, Clément disait, il s'est dit que c'était le patron. Non, il ne s'est pas dit. On lui a dit, maintenant, c'est toi le patron. C'est pas pareil. Donc, quand tu dis à ton fils, écoute, aujourd'hui, tu fais ce que tu as envie, parce que c'est toi qui décides de ce qui va se passer, et d'un coup, et ta sœur, elle fera pas la même chose, et d'un coup, sa sœur, elle fait la même chose. Mais l'autre, il vient de voir et te dit, attends, comment ça, elle fait ça? Pourquoi elle a le droit de sortir? Pourquoi elle a le droit de truc? Pourquoi machin? Mais c'est la même, les vestiaires, c'est la même chose. Et la dernière chose, c'est que là où, c'est que mon avis, j'ai pas d'infos, mais je vais essayer d'expliquer un truc. Là où Neymar plutôt et Messi, ils ont envoyé un message à Mbappé. Le message à Mbappé, c'est « Ah, parce que tu crois que le pouvoir, ça se prend dans les bureaux. » Sauf que la vérité, elle est sur le terrain. Donc, si nous, on décide de jouer tous les deux et de te boycotter, tu pourras raconter ta vie. En fait, c'est nous les patrons du terrain. Le message qu'ils ont envoyé hier, c'est ça. Crois pas que la position de numéro 1, elle se décide pas dans les bureaux. C'est pas parce que ton président, il t'a dit « C'est toi le numéro 1 » que ça va se passer comme ça. Et ce que fait Neymar depuis le début de l'année, là où moi, ça m'énerve encore plus, c'est la frustration que ça engendre. Parce que sa réaction, c'est la réaction du mec. Ah, d'accord. Ah, tu crois que c'est comme ça? On va demander la place de numéro 1 dans le football. Ben, je vais te montrer comment ça se passe. Du coup, il est sérieux. Du coup, il respecte le jeu. Du coup, il est efficace. Mais en fait, j'ai juste envie de lui mettre encore plus de baffes qu'avant. Pourquoi t'as attendu? Bah oui, pourquoi t'as attendu ce moment-là pour nous montrer ce que tu es capable de faire? T'as attendu qu'on te dise officiellement. Et en vérité, ce qu'a fait le PSG, et je termine là-dessus parce qu'on en a parlé dans plein de podcasts, en donnant, entre guillemets, les statuts, les pleins pouvoirs, alors évidemment pas les pleins pouvoirs de tout décider, mais beaucoup, parce que pareil, vous parlez de la sanction. Comment il fait Campos pour sanctionner Mbappé alors que c'est Mbappé qui l'a fait venir? Expliquez-moi. Donc, je vous le dis, donc là, tout ça réuni, aujourd'hui, le PSG a les moyens, puisque ce qu'a dit Clément, les mots avec les actes, vous avez beaucoup parlé, l'institution, remettre les choses dans l'ordre, le collectif qui est plus important. Ben, j'ai envie de dire, on va voir. Oui, je pense que c'est pas rédhibitoire. En revanche, ça peut très vite déraper, parce que ça, c'est que mon avis encore une fois. Je pense qu'Mbappé, dans le vestiaire, s'il a cette attitude, il n'aura pas autant de soutien qu'on peut le croire. Non. Parce que si vous regardez Marquinhos, Ramos, Verratti, Mendes, Neymar, enfin voilà, Messi, Neymar, je vous le dis, il n'aura pas tant d'appui que ça, en tout cas sur les joueurs qui vont jouer beaucoup de matchs, je ne parle pas globalement. Donc attention à ne pas se tromper. Et la dernière chose, c'est qu'Mbappé, pour moi, ça reste que mon avis, il a quand même plutôt intérêt à ce que Neymar et Messi soient bons, parce que moi je continue de penser que si les deux sont bons, et que lui est dans l'état d'esprit, il sera encore meilleur que la saison dernière, et que, puisqu'il nous a expliqué que le plus important, ce sont les clubs, les institutions, etc., le PSG a quand même plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec Messi, Neymar, Mbappé, qui jouent ensemble pour le bien du club, que sans 2 des 3. Effectivement, très belle mise au point de Yacine Amned. Ça peut faire une capsule, ça, sur Twitter. Hein. Je pense qu'on pourrait découper le passage, Mousse. Il faudrait qu'on voit pour faire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est d'accord avec toi, Yacine, sur cette question. Clément, justement, par rapport à tout ça, c'est aussi un premier test pour Campos
faut voir si ces méthodes peuvent être appliquées dans un vestiaire d'une dimension de celui du PSG, parce que c'est aussi, on a entendu Nasser Al-Khelaifi faire beaucoup d'interviews pour dire que c'est la fin des passes droits, que il faut le respect de l'institution, de la hiérarchie. Celui qui est pas d'accord, il sera mis de côté. Là, on va voir ce que les dirigeants parisiens répondent à ça. C'est vrai que on a l'impression qu'ils ont rien à perdre à le faire, talent comme Campos et Galtier. Ils sont arrivés avec beaucoup de mots, des belles interviews, des beaux projets, des remises à l'ordre, voilà, dans les mots en tout cas. Donc a priori, s'ils le font, ce qui n'avait jamais été fait avant a priori, ils en sortiraient grandis. Et le club et eux personnellement pour leur légitimité. Après, factuellement, pour le faire, c'est autre chose. Yacine a rappelé l'importance de la nomination de Campos et le rôle de Mbappé dans tout ça. Ça reste 2 joueurs au statut majeur, 2 joueurs à l'ego surdimensionné. Pour prendre des décisions, des sanctions avec l'aval du club, je pense qu'il faudrait aussi en parler au capitaine, parce que je pense que Marquinhos aurait un rôle à jouer dans ce cas-là. Voilà, je pense qu'ils vont essayer pas de noyer ça, mais de se contenter d'une discussion. Je vois aucune sanction arriver, hein, soyons clairs. Je pense qu'ils vont pas les sanctionner. Ou alors, ça serait vraiment un truc de ouf, mais j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils vont se contenter d'une discussion, d'une mise au point. Voilà, les deux vont poster une story sur Instagram ensemble à l'entraînement et ça va être réglé. Moi, je pense que ça va se terminer comme ça. Là où je suis complètement d'accord avec Yacine, et j'en parlais hier avec des amis, c'est sur le relatif isolement de Mbappé dans le vestiaire. Moi, je pense que Neymar, il a une vraie clique derrière lui. Il a beaucoup, beaucoup de soutien. T'as oublié de citer Paredes, qui est encore là pour l'instant et qui est vraiment dans l'équipe Neymar, on peut le dire. Ah ouais. Navas aussi, qui est encore là et qui est dans l'équipe Neymar. Donc pour l'instant, tous ces gars-là, ils sont dans la team Neymar. Si je fais des teams, hein, c'est dégueulasse de faire ça, mais voilà, c'est malheureusement, il y a des clans dans le vestiaire. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Encore une fois, je pense que ça reste des embrouilles de début de saison. Effectivement, si ça se règle pas, ça peut dégénérer, comme tu l'as dit. Mais pour l'instant, moi, je classe ça dans des embrouilles de début de saison, statut de penalty, retour de blessure pour l'un, envie de briller, etc., d'impressionner dans les premiers matchs. Je pense que ça va se régler. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, notamment sur le lien Messi-Mbappé, par exemple, il y a eu plus de passes, plus d'échanges, je trouve. Donc, ouais, une forme d'évolution. Moi, je pense pour l'instant, faut pas dramatiser le truc. Certes, il y a eu des likes, c'est maladroit, mais Neymar, il a toujours été maladroit avec ses réseaux sociaux. Même quand il poste des stories, des photos, il y a toujours des messages alambiqués, des trucs un peu. Combien de débats on a fait là-dessus sur des stories ou des photos de Neymar. Donc voilà, je pense que Mbappé, il va se calmer. Voilà, ça lui arrive une fois dans l'année, un petit peu de tâche de cap comme ça. Voilà, je pense que ses proches, même son père, sa famille, vont lui dire calme-toi, t'as aucun intérêt à ce que ça parte en sucette. Toi qui as l'image d'un enfant modèle, d'un enfant prodige, toi qui as fait le 20h de TF1 sur le plateau et tout, t'as aucun intérêt à ce que ça parte en couille. Et voilà, je pense que ça va se tasser. De toute façon, c'est soit ça se tasse, soit ça part en vrille. Mais je pense qu'évidemment, tout le monde a intérêt à ce que ça se tasse. C'est comme on est au PSG. Ouais. Ça serait exceptionnel que ça se tasse assez rapidement, mais bon, on espère. Mousse. Ouais, non, juste pour répondre à Clément sur le côté maladroit, moi je crois pas que ce soit maladroit, c'est pas maladroit du tout, c'est tout à fait volontaire et c'est aussi histoire de dire parce que quand Galtier a donné quelques interviews, il me semble qu'il avait parlé un peu du côté réseaux sociaux, etc., pour que les joueurs apprennent à gérer leurs trucs, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de provocations de la part de Neymar dans les likes de ces deux tweets. C'est aussi histoire de dire, voilà, vous pouvez instaurer ce que vous voulez, tous les trucs que vous voulez, les chartes, les trucs de bonne conduite, etc. Moi, je fais ce que je veux, je suis Neymar. Si je veux liker un tweet qui mettra en porte-à-faux le club, je le ferai quand même. Et c'est exactement ce qu'il a fait, parce que là, il fait quoi? Je vais paraphraser Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, au lieu de dire c'est du grain à moudre pour les journalistes, il avait dit c'est du pain à moudre pour les journalistes. Donc, et en fait, ce que tu fais, c'est que voilà, c'est que tu donnes le bâton pour te faire battre. Maintenant, il va y avoir des débats pendant une semaine sur l'institution PSG. Un tel a chié sur l'institution, l'autre aussi, machin. Et ça, c'est juste pas normal. En fait, il l'ait fait par orgueil sans doute, mais peut-être qu'il aurait dû le retirer, comme souvent le font, les mecs ils like un truc parce qu'ils sont énervés, puis après ils l'enlèvent parce qu'ils savent que ça va faire une polémique de dingue. Et là c'est triste parce il y a eu un match avec 5 buts, il y a eu des choses intéressantes et malheureusement, même si nous on a quand même parlé de terrain et tout, mais on est quand même obligé d'y revenir. Mais je pense que toutes les émissions de foot,
sur le 5-2, ils parleront que de ça, que du penalty gate et des likes de Neymar. Et Neymar, ils n'ont pas service au PSG en faisant ça, clairement. Et il l'a fait quand même en connaissance de cause. Donc, on nous a dit que ça allait changer, on allait serrer la vie, etc. Clément dit qu'il n'y aura pas de punition, il n'y aura pas de truc. Moi, j'espère quand même qu'il y aura quelque chose. Même symboliquement, même histoire de dire, voilà. Parce que si tu commences à leur dire, bon, allez, ça va pour cette fois, mais la prochaine fois. Mais si ça avait été un autre joueur qui n'a pas de statut dans le vestiaire et qui aurait fait une dinguerie, bah lui, c'est sûr qu'il aurait été sur le banc le match d'après. Tu vois, l'action où tu t'arrêtes et tu râles et tout. Imagine, c'est Nuno Mendes qui fait ça. Je pense que Galtier, il le prend, il le sort, hein, clairement, et il le punit le match d'après. Donc il faut, en tout cas, mettre une pression à Neymar et lui dire de plus jamais recommencer parce que c'est l'image du club que tu ternis, etc. Et en plus, ça fout la merde dans le vestiaire, comme l'a dit Yacine. Et Mbappé, c'est pareil. Tu lui dis, écoute, voilà, c'est ce genre de comportement, c'est terminé. Statut, pas statut, on ne veut plus voir ça sur le terrain. Et dernière chose, évidemment, ce qui s'est passé cet été avec Mbappé, les interviews, la prise de pouvoir, etc. Évidemment que ça va jouer contre lui dans le vestiaire et qu'à chaque fois qu'il sera pas bien ou qu'il fera le type d'entrée qu'il a fait face à Montpellier, les joueurs se mettront contre lui. Et parce que même s'ils étaient potes avant, etc., dans un vestiaire, on déteste voir quelqu'un qui prend le lead, qui est chouchou du président. C'était arrivé à l'époque avec Thiago Silva. Thiago Silva, il était très, voilà, les joueurs étaient très méfiants vis-à-vis de lui parce qu'ils savaient que voilà, c'était le chouchou de Nasser, qu'il avait l'oreille du président, etc. Et j'ai peur effectivement qu'on en vienne à ça si ça continue avec Mbappé et s'il continue avec ses états d'âme quand il ne va pas bien. Moi, ça m'inquiète un peu quand même. Alors, espérons que ça n'arrive pas là et espérons que ce soit réglé, qu'il y ait une communication et qu'on passe à autre chose. Je pense que Galtier a compris que quand tu es entraîneur du Paris Saint-Germain, tu dois marcher sur des œufs. Je pense que c'est la première phrase qu'on devrait dire aux entraîneurs du Paris Saint-Germain quand tu arrives. Il a dû en faire des omelettes. Hein. Ouais. Et c'est toujours très délicat de gérer autant d'ego dans un vestiaire. Et moi, je suis toujours aussi étonné par les gens qui vont voir les likes des joueurs, qui vont direct sur leur compte et voir les likes, qui sont à une vitesse. Moi, c'est pas le premier réflexe que j'ai d'aller voir ce que les joueurs vont liker, surtout que, à part pour mettre des posts un peu généraux, on va dire, ou des posts de match, etc., ils mettent pas trop de messages sur Twitter, les joueurs de foot pro. Et là, d'aller voir les likes de Neymar, etc., je suis toujours assez étonné la rapidité de certains, mais bon. Ouais, mais parce que si t'es abonné au compte de Neymar, dès qu'il like un truc, tu le vois en fait. Oui. Mais c'est ça le truc. Et après, par contre, les mecs. Mais il a raison, Hugo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher à qui sont abonnés, qu'est-ce qu'ils like. Surtout sur Insta, les photos un peu de meufs, tout ça, pour voir, oui, tiens, il fait sur un tel, machin et tout. C'est un autre côté du supporterisme. Alors, peut-être qu'on est un peu trop vieux pour ça, je sais pas. Mais, Hugo, vite fait. En fait, je pense justement, tout à l'heure, Clément disait, je pense que ils vont tasser un peu l'affaire, ils vont noyer et tout. Mais moi, j'espère juste que le PSG va pas faire cette erreur. Et là, je vous le dis franchement, pour moi, par rapport au changement de politique, tout le cinéma, parce que pour moi, pour l'instant, c'est du cinéma, hein, c'est que des mots. Donc, tout le cinéma qu'il y a eu depuis le mois de mai et la prolongation d'Mbappé. En fait, là, les deux joueurs, ils viennent de vous donner l'occasion de basculer du bon côté. Parce que rappelez-vous ce que j'avais dit souvent, en fait, Nasser, il a été gentil avec tout le monde. Donc, il met des tapes dans le dos à tout le monde. Et est-ce que d'un coup, il peut venir et taper du poing sur la table en disant « Bon, les gars, maintenant, c'est comme ça ». Les mecs, ils vont dire « Attends, Nasser, ça fait 8 ans que t'es... Qu'est-ce qui te prend ?» Mais en fait, là, il y a une nouvelle politique, il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau staff. Tout se passait bien. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est un cadeau ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que, voilà ce qui peut se passer. C'est très bien que ça se passe après 2 journées quand tu as marqué 10 buts plutôt que 2 journées où tu as fait 2 nuls. C'est très bien que ça se passe maintenant et pas en plein milieu de la phase de poule de Ligue des Champions. Et admettons que tu démarres mal, tu fais 2 nuls. Tu te retrouves au 3e match à jouer ta qualif. Et là, les mecs, ils te font ça le week-end d'avant, t'as compris? Tu as 1 semaine pour régler le problème. J'espère juste qu'ils vont le prendre comme une chance en disant on a la chance de basculer du bon côté. C'est pas Nasser, c'est Campos, Galtier. Voilà comment ça va se passer. Si vous êtes content, c'est bien. Sinon, tant pis pour vous. Et la deuxième chose, j'espère que le PSG va communiquer. Oui. Parce que justement, c'est aussi tous les non-dits qu'il y a eu. On en a parlé souvent avec Pochettino, etc. Rappelez-vous, je vais revenir vite fait sur cette anecdote, quand Messi sort le premier match où il joue au parc. Il a mal au genou.
Et Pochettino le sait, il le sort pour le préserver parce qu'il y avait la Ligue des Champions 3 jours après. Et en conf de presse, il dit c'est un choix. Et là, ça part dans tous les sens. Ouais, tu sors pas Messi, machin. Alors qu'il aurait dit il avait mal au genou, j'ai pas voulu prendre de risque. Le joueur l'a mal pris parce que lui, il pensait pouvoir continuer. Mais c'est mon choix. C'est pas pareil. Donc j'espère que le PSG va communiquer en disant voilà. Moi, juste sur la communication, je suis pas d'accord avec toi, Yacine. On peut pas communiquer sur le moindre fait. Juste je termine, tu vas comprendre. Il y a deux formes de communication. Hein. Soit tu as la communication officielle du club en disant voilà ce qui s'est passé, ben, ils le feront pas et sincèrement ils ont raison parce que c'est des incidents de match et tu peux pas communiquer. La deuxième manière de communiquer, c'est effectivement de dire aux médias ce qu'ils ont fait d'ailleurs, parce que l'équipe a sorti que Galtier allait voir, etc. Et ça, c'est une façon aussi de communiquer. Parce que le PSG peut pas non plus communiquer à chaque fois qu'il y a une petite embrouille de penalty, etc. Attends. Parce que c'est vrai que le penalty gate avec Cavani, ça avait fait beaucoup de bruit et ils n'avaient pas communiqué. C'est un fait de jeu, c'est un fait de terrain, c'est un truc qui arrive tout le temps. Et tu sais très bien, Yacine, et vous le savez très bien, les médias, dès qu'il y a un petit truc comme ça, que ce soit avec Paris, Marseille, Lyon, voilà, il faut vendre du papier, c'est normal, tu vois, ils surfent sur un truc. De là à faire une communication officielle en disant voilà, non, ça va bien entre les deux, moi je trouve ça assez ridicule. Ah non. Laissons les médias relayer ça, c'est pas bien grave, c'est pas un truc de ouf en fait, c'est ça que je veux te dire, Yacine. C'est pas ça que je veux dire. Quand je dis communiquer, Mousse, et tu l'as dit, il y a plein de moyens de communication. J'ai pas dit d'aller. Alors, tu vois, par exemple, le coup de la story Insta à deux, pour moi, c'est de la merde. Voilà. Tu peux pas faire pire comme fausse histoire que de dire à Neymar et Mbappé, vas-y, mettez une photo d'Insta sur l'Insta du PSG, mettez une photo de vous deux ensemble. Tu vois, ça, c'est pas de la communication. Quand je dis communication, c'est s'il y a sanction, etc., tu vois, de le dire, voilà, on a pris. Tu vois ce que, voilà, dire, voilà, il y a eu ça. Nous, on a décidé de telle sanction. Voilà, stop. On n'a pas expliqué pourquoi, machin, ce qui s'est passé. Mais voilà, le club a décidé que voilà. Mais de toute façon, il y a une conférence de presse jeudi, ou non, vendredi, pardon. Voilà, mais tu vois. Tu verras que Galtier, il sera clair et il ben dira voilà. justement pour passer à autre chose et pour pas laisser traîner le truc. Et ben voilà, pour moi, la communication, c'est pas le fameux communiqué officiel okay. sur Internet. C'est qu'est-ce qui s'est passé depuis l'histoire Mbappé. Ben écoutez, on les a vus, on a discuté, on a pris des sanctions. Ça, c'est pas votre problème. On n'a même pas pris des sanctions, on a pris des décisions. Voilà, on passe à autre chose. Mais oui, on a rencontré les joueurs. Tu vois, plutôt que de faire semblant, de dire ah non, c'est un épiphénomène, noyer le poisson. Et en fait, à l'arrivée, dans 3 mois, on se retrouve avec le même problème et on va dire quoi? Tu vois, c'est ça quand je parle de communication, c'est ne pas mentir à chaque fois, de vouloir tout cacher. Oui, ça arrive dans tous les clubs, mais tu as le droit de dire ce que tu fais. Voilà, tranquillement. Oui, je suis assez d'accord moi sur c'est de dire au moins et qu'il n'y ait plus de non-dits comme il y a eu beaucoup d'années au Paris Saint-Germain et que du coup, ça soit dans la fabulation et auprès des supporters comme des médias qui peut-être n'ont pas les informations mais qui fabulent sur ce qui peut se passer à l'intérieur du club. Et d'ailleurs, attends, juste un dernier mot sur les changements parce que j'ai oublié d'en parler. Parce qu'on a beaucoup salué les changements, ils ont été très tardifs samedi. Alors, Galtier l'a expliqué par le fait qu'il avait envie de donner du temps de jeu. En fait, les joueurs sont pas encore prêts pour lui. Donc, il a poussé. Et moi, je pense que, évidemment, il a dit exactement sur Mbappé, je voulais pas qu'il joue autant. Mais je me suis dit à un moment donné, bon, pousse le plus loin possible pour qu'il retrouve du rythme. Ben, moi, je pense que ce qui s'est passé aussi sur le terrain, ça a obligé Galtier à justement pas dire à Mbappé, j'avais prévu 65 minutes, mais au moment où il se passe tout ça, s'il le sort à la 65e, ouais. Le bordel, c'est-à-dire qu'il peut après expliquer, j'avais prévu, parce qu'il n'est pas prêt, j'avais prévu. Alors là, je t'annonce, c'est le feu. Et là où je trouve que, je le critique sur les changements parce qu'ils ont été tardifs, mais là où je trouve que la gestion elle est bonne, c'est que justement, je comprends qu'il fallait pas le faire sortir au bout de 65. Ah, il a mis un peu de psychologie, quoi. Voilà. Et c'est bien géré c'est plutôt bien géré parce que franchement, ça aurait explosé. L'autre, il serait sorti à la 70e, je sais pas comment ça aurait fini. Je sais même pas ça aurait été un échange très froid, genre sur le bord du terrain. Je sais même pas s'il aurait serré la main ou il y aurait peut-être une explication. Ça aurait été encore, ça aurait fait le Thomas Touré, le Mbappé. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était où? À quel match? C'était à l'extérieur? Mais c'était Montpellier. Non, c'était PSG Montpellier au parc. Il y avait une autre affaire. Si, il y avait une autre histoire aussi. PSG, Montpellier PSG à Montpellier. À Montpellier. Apparemment, Mbappé, Montpellier, ça l'inspire. Concernant les changements, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je crois qu'il n'a pas encore sorti une seule fois Messi, Galtier. Non. Ouais, ok, ça faudra surveiller aussi. Enfin, le dernier match, il ne sort pas tous les offensifs, le dernier match? Non, pas Messi. Messi ne sort pas.
Mais Je sais pas si Neymar, c'est pour l'ovation. Ouais, d'ailleurs, il c'est avait pour dit, l'ovation aussi. Neymar, il a dit, ouais, pour ce qu'il a fait sur le match, etc., c'était mérité, je voulais qu'il ait l'ovation du parc. C'est intelligent. Il a beaucoup, ouais. Il avait beaucoup couru aussi, Neymar. Il a fait plus d'efforts, donc. Effectivement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le match en lui-même et puis sur ce qui s'est passé, les faits après le match. On suivra ça évidemment et on en reparlera dans le prochain podcast. On va suivre tout ça, notamment avec la conférence de presse, vous en parliez de Christophe Galtier. Ça sera vendredi, avant le prochain match du Paris Saint-Germain. Terminons le podcast rapidement avec un petit mot sur le mercato, plutôt du côté des départs, Mousse, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont susceptibles de quitter la capitale des indésirables dans les prochains jours. Ander Herrera, qu'on pensait scotché à la capitale et qui partirait jamais, pourrait signer du côté de l'Athletic Bilbao, son ancien club, en Liga. Donc il négocie pour résilier, mais toucher sa dernière année de contrat. Il lui reste 1 an de contrat, c'est ça? Non, il reste 2. Il reste 2 ans. 2 années de contrat. Il aimerait partir avec au moins 1 année de salaire complet. Donc Ander Herrera qui aimerait partir avec au moins 1 année de salaire. Thilo Kehrer qui pourrait partir à West Ham pour un montant entre 15 et 20 millions d'euros parce qu'ils ont perdu Issa Diop qui est parti à Fulham. Et donc ils ont besoin de recruter dans ce secteur. Pas de nouvelles entre Idrissa Gueye et Everton, ça s'est plutôt refroidi dernièrement. Pas refroidi, je pense pas, mais disons que voilà, il reste encore 15 jours, tout est possible. Encore une fois, Gay n'est pas contre rejoindre Everton, mais à ses conditions, et c'est tout à fait normal. Il reste que parce il faut expliquer aux supporters qu'il peut signer libre où il veut à partir de janvier et que c'est beaucoup plus avantageux pour lui. Ça veut dire que si on se met à sa place, enfin tout le monde aurait fait comme lui. C'est-à-dire que soit on accepte un transfert avec exactement les mêmes conditions, et je pense qu'il part, mais je pense qu'il refuserait d'y aller avec un salaire à la baisse et il préférerait attendre janvier. Il signe libre où il veut avec une prime à la signature et il négocie son salaire. Donc voilà où on en est aujourd'hui, mais la porte n'est pas encore fermée pour Ghana et lui il est prêt à rester au PSG et il est persuadé qu'entre les matchs, les blessures, etc., on finira par le réintégrer en fait. Et puis de toute façon ils sont obligés de le réintégrer parce qu'à partir du 1er septembre, plus de loft. Voilà. Mousse, il a une Coupe du Monde à préparer aussi, Gaïa. Oui, mais même s'ils jouent pas, c'est comme Paredes, tu vois. C'est 2 joueurs, même s'ils jouent pas, ils seront convoqués, ils seront titulaires. Ouais. C'est pas. Ouais, mais pour leur état de forme personnel et leur performance, ils ont quand même intérêt à arriver en jambes. Oui, mais Gay, c'est quand même, il va s'entraîner, c'est un joueur sérieux, qui a une bonne hygiène de vie. Je pense que voilà, même s'il il joue pas en compétition pendant 4 mois, ça n'empêchera pas d'évoluer avec le Sénégal. C'est pas. En tout cas, pour l'instant, il n'était pas encore une nouvelle fois convoqué dans le groupe. Il faisait pas partie du groupe. Paredes, dans notre milieu de terrain, lui, il était dans le groupe et il est rentré contre Montpellier. Il avait déjà fait cette passe décisive magnifique contre Clermont la semaine d'avant pour ce fameux retourné acrobatique de Lionel Messi, qui aurait un accord, Leandro Paredes, avec la Juventus Turin. Maintenant, il faudrait que la Juve et le Paris Saint-Germain se mettent d'accord, Mousse, sur l'indemnité de transfert. Ouais, c'est ça. Alors Paris semblerait qu'ils en demandent au minimum 20 millions d'euros, parce que de l'autre côté, ils aimeraient aussi récupérer Fabien Ruiz du Napoli. Donc voilà, je pense que c'est une opération qui peut se faire, même si beaucoup me disaient à moi, enfin, on me disait de mon côté, oui, tu sais, Messi, il est pas très chaud de voir Paredes partir, ils sont très amis, etc. C'est vrai, mais Paredes est aussi très ami avec Di Maria. Di Maria est à la Juve, donc je pense que Di Maria pousse pour faire venir Leandro Paredes. Et Paredes a bien compris avec tout l'achat des milieux de terrain, tous les achats de milieux de terrain qu'il y a eu cet été au PSG, que ça serait compliqué, qu'il aurait que des bouts de match. Donc, lui, il semblerait qu'il ait un accord déjà contractuel avec la Juve. Je pense qu'avec Paris, entre Turin et Paris, l'accord peut vite arriver si ça se fait. Clairement, ça serait un déchirement pour toi si Paredes partait, on est d'accord? Non, pas un déchirement, non. Non, moi j'aime bien le joueur. C'est pas Cavani, hein. Non, j'aime bien le joueur, mais c'est vrai que si Paris prend Fabien Ruiz avec Vitinha, Verratti, Sanchez, ce serait compliqué pour lui. Moi j'aime bien le joueur. Encore une fois, il a ses défauts, ses qualités. Je trouve que il est plutôt élégant. Il a une bonne vision du jeu. Il a une vista et une bonne qualité de passe. Après, c'est des choix sportifs. Je vais pas pleurer sur un départ de Paredes, évidemment. Si le club peut récupérer de l'argent et récupérer Fabien Ruiz, faut y aller. Hein. Ah, évidemment, je faisais exprès pour te titiller un peu, évidemment. Tiens, en parlant de Cavani,
c'est ta fibre sud-américaine que je voulais titiller. Oui, yes. En parlant de Cavani, je voulais féliciter les Sorin, Lavezzi et Pastore qui, eux, souhaitent l'anniversaire du club. Ah, oui, par rapport à l'anniversaire du Paris Saint-Germain que j'ai cité en début de podcast, on renouvelle évidemment un très bon anniversaire à notre club qui est le Paris Saint-Germain pour ses 52 ans d'existence déjà. Il y a eu des messages d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain et pas d'Edinson Cavani. C'est ça que tu voulais souligner. Non, j'ai dit Sorin, Lavezzi et Pastore, je sais pas. Ouais. Ouais, mais alors attends, enfin, il y a un paquet de joueurs qui ne souhaitent pas l'anniversaire au PSG et tu as un paquet de joueurs qui n'ont pas de réseaux sociaux pour le faire aussi. Après Cavani, là, évidemment, mais moi, je ne juge pas Cavani sur ça. Et d'ailleurs, personne d'autre ne le jugerait parce qu'il a souhaité bon anniversaire ou pas. C'est une boutade par rapport à Clément. Ça fait un peu gamin, Yacine. Tu parlais de gamin tout à l'heure. Non, mais laisse tomber, il est con, là. C'est pour Clément, ça me fait plaisir. Il n'est pas là souvent, alors on peut quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, il a raison. Il aurait pu mettre un message Cavani par rapport à tout l'amour que lui vaut les supporters, etc. Ouais, mais Cavani, tu sais très bien qu'il a un lien particulier avec les supporters, que c'est le chouchou d'une bonne partie du parc, etc. Même c'est le meilleur buteur, de l'histoire du club. Tu peux mettre un message quand même. C'est clair. Je pense que, non, mais franchement, j'ai hâte qu'il donne une interview un jour parce que il y a une omerta sur le départ de Cavani. Personne ne sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait. Ouais, mais attends, il y a eu zéro prise de parole ni de gens du club, ni de Cavani depuis son départ. Franchement, on sait pas grand-chose. Il a jamais parlé du PSG. C'est bizarre quand même. Même Zlatan, il en a parlé. Zlatan, il en avait rien à foutre, tu vois. Mais même lui, il en a parlé du PSG, etc. En bien ou en mal. Cavani, il a jamais rien dit. C'est vraiment bizarre, je trouve. Déjà qu'on voit quel club va rejoindre Cavani parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Il y a même Nice qui essaie de se placer dans la négociation. Alors à un moment, c'était Villarreal, c'était fait avec la formation de Emery. Ensuite, il y a eu des discussions avec Valence. Ensuite, c'est reparti en Italie. On ne sait pas trop. Il y a Monza qui voulait. Boca, je crois. Boca Junior, je croit. Et il y aurait Boca Junior ce serait la tendance apparemment sur. Après, lui, il veut se donner. C'est pour ça qu'il signe pas tout de suite parce qu'en fait, il veut garder toutes ses chances pour essayer de trouver un dernier challenge en Europe. Et je pense qu'il acceptera l'Amérique du Sud si vraiment tu n'as aucun club en Europe qui propose un contrat convenable. Et là, peut-être qu'il irait à Boca ou ailleurs, mais il attend quand même une dernière proposition venant d'Europe parce qu'il sait quand même que voilà, c'est là que ça se joue peut-être. Et dans notre rayon mercato côté départ, un dernier cas à évoquer, Keylor Navas, qui devrait rejoindre Naples, parce que Naples qui est orphelin de David Ospina, qui est parti en Turquie, et donc il y a un poste vacant. Ça se joue entre Kepa, le gardien remplaçant de Chelsea derrière Edouard Mendy, et Keylor Navas. Et Yacine, ça serait quand même mérité pour Keylor Navas, de par son talent, de par son niveau, de par sa carrière, qui joue dans un club titulaire et qui joue avec des champions. Écoute, égoïstement, je te dirais non parce qu'on préférait le garder. Mais évidemment que le voir sur le banc toute la saison, puisque c'est parti pour être le numéro 2, bien sûr qu'il mérite mieux. Il a plus qu'apporté au PSG. Il a toujours tout fait comme il faut. Voilà, il y a aussi des fois humainement, il faut comprendre. Et oui, ça ferait mal au cœur de le voir partir. Mais par rapport à sa position, son statut aujourd'hui, oui, je préfère qu'il aille s'éclater à Naples plutôt que se faire chier sur le bord du PSG toute la saison, quoi. Même si égoïstement, on se dit avec un deuxième gardien comme Navas, c'était plutôt bien, quoi. D'ailleurs, il y a peut-être un truc dans le deal avec Fabian Ruiz pour faire baisser le montant du transfert de Fabian Ruiz. Il y a peut-être inclure Keylor Navas, et donc ça serait un transfert sec. Et Paris rajouterait de l'argent. Donc, et c'est normal que Navas veuille jouer, veuille avoir du temps de jeu, etc. Moi, je comprends tout à fait. Et je l'imaginais pas rester numéro 2, même avec un bon salaire. C'est un compétiteur, Navas. Et lui aussi va jouer la Coupe du Monde. Je pense qu'il a envie de jouer. Et le Napoli, c'est quand même un bon club avec une ambiance de dingue, des supporters de ouf. Je pense que si ça se fait, c'est une bonne chose pour lui. Et lui, le mérite, en tout cas. Et ce qui ferait de Sergio Rico, normalement, le deuxième gardien derrière Donnarumma. Donc à voir. En tout cas, tous ces départs, en tout cas, sont dans les tuyaux. Enfin, ça bouge côté des départs. Ça allégerait la masse salariale et ça ferait rentrer de l'argent. Bon, il y a eu Arnaud Calimundo qui nous a quittés définitivement. Je voulais quand même dire un petit mot sur Calimundo qui, j'espérais qu'il ferait la saison au Paris Saint-Germain parce qu'il avait vraiment le talent, l'envie et la détermination pour s'imposer. Et je pense qu'il aurait eu ce qu'il faut. Mais bon, avec le recrutement de Hugo Ekitike,
plus la présence de Sarabia, etc. Il n'aurait pas eu le temps de jeu escompté. Donc, je lui souhaite bon vent au Stade Rennais et je suis sûr qu'il va exploser. Et c'est un Titi de plus. Je pense qu'il allait dans la veine des Nkunku, Diaby et qu'il va réussir à ce niveau-là. Je pense. Et en plus, Hugo, il recherche encore un dernier attaquant. Ça veut dire que, tu vois, même s'il était resté, il aurait encore eu de la concurrence. Donc, moi, je suis content pour c'est un bon garçon, Kalimundo, honnêtement. Jamais fait d'histoire. Il a accepté les prêts 2 années consécutives à Lens. Il a bossé, il a travaillé. Il a mis des buts. Moi, je suis très content pour lui. J'espère vraiment qu'il réussira à... Est-ce qu'on a des nouvelles de Julian Draxler? Question. Non, pas trop de nouvelles de Julian Draxler, effectivement. Pour l'instant, il y a de rumeurs de départ ou autre. Mais même, tu veux dire, toi, sur le terrain, enfin, tu veux dire dans le non, mais non, parce que j'ai l'impression que il va se transformer en Kurzawa bis, lui. Ça va être un poison pas possible jusqu'à éternellement. Le mec, il veut rester, il s'en fout, le foot ne l'intéresse plus. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de rumeurs de transfert pour les autres. Mais lui, on avait entendu Hertha Berlin à un moment donné, et en fait, rien. Newcastle aussi, à un moment, il y a eu Newcastle, un possible club intéressé, mais bon, c'est vrai que ça s'est vite refroidi. Comme Kurzawa, il n'y a pas beaucoup de. Il y a zéro. Lui, il est finito, lui. Non, mais tu vois, juste vite fait, ça pourra se décompter dans les derniers jours, je pense, pour Kurzawa et Draxler. Après, tu vois, comme ça. Je fais très court, mais sur Draxler, tu vois, ça prouve aussi, encore une fois, que il n'y a pas que le talent dans le foot. Parce que je pense que Draxler, ça doit être peut-être le plus talentueux de tous les lofters, mais c'est celui qui a le moins de contact. Tu sais, pour bien faire comprendre aux gens que le foot, c'est pas que le talent, il y a la mentalité, l'état d'esprit, le travail, etc. Et les clubs font très attention à ça. Parce que normalement, si tu prends le talent comme ça, tu prends les lofters du PSG, le premier que tu vas choisir, bon, tu dois pas être loin de Draxler quand même. Internationalement, etc. Tu prends. T'as dit quoi, Mousse? Là, je disais, du coup, il faut rendre hommage à Grégory Schneider, alors. Ouais. Parce que, oui. Vous vous rappelez pas la sortie sur Draxler quand il venait de signer? Il avait pété un câble dans l'équipe du soir. Vous vous rappelez pas de cette vidéo? Ah, ouais, exact. Ouais, exact. Il avait dit, le problème dans le football, c'est qu'il y a les matchs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il était vraiment très énervé. Il criait, une arnaque, vous le verrez quand il jouera. Et puis finalement, quand j'ai vu sa sortie sur Marseille, j'ai dit, il est pas si mauvais, ce Grégory Schneider. Et en dernière rumeur de départ, d'ailleurs, on n'a pas évoqué, mais Mauro Icardi, alors il y aurait Manchester United intéressé. Alors ça, c'est exceptionnel. Si on arrivait, Clément, à refourguer Mauro Icardi à Manchester United, là, et t'imagines, Adrien Rabiot plus Mauro Icardi, il prendrait Wanda Nara et Véronique Rabiot dans le vestiaire de Manchester, comme si elle avait besoin de ça avec Ronaldo. Ça serait le pompon, je pense. Je vais prendre une place en tribune parce que ça va valoir le spectacle. En plus, c'est déjà l'une des équipes les plus affreuses d'Europe que je regarde depuis le début de saison à Manchester, là. Alors, si en plus il se coltine ces problèmes-là, ça va être quelque chose. Mais j'avais oublié qu'Icardi existait. Franchement, je l'avais même plus dans ma liste. Moi, il est même plus là. Il était même pas sur le banc, hein. Il fait partie des lofters, donc il était pas convoqué pour le match contre Montpellier. Après, la source, c'est le Mirror, hein. Mirror. Ouais. Non, mais. Terrible, hein. Mousse, on prend tout, nous, hein. On prend toutes les rumeurs, là. À ce niveau-là, on a tellement rien sur Mauro Icardi que. En fait, c'est juste pour dire aux supporters, calmez-vous, ne nous enflammons pas. Mais non, justement, on veut pas. Bon, en tout cas, on est le lundi 15 août. Il reste une quinzaine de jours avant la fin du mercato. Donc, on verra si d'ici là, tous ces joueurs vont partir. Mais je pense qu'il y en a au moins 2-3 qui vont prendre la poudre d'escampette et ça fera rentrer de l'argent dans les caisses du Paris Saint-Germain. Ouais, puis je crois que Paris va faire Tchouaméni et Pogba, je crois. Ah non, et Ousmane Dembélé aussi, ouais. On va être par ça qui n'arrive pas à enregistrer ses recrues. On va leur prendre Ousmane Dembélé. Voilà. Et pour l'instant, Jules Koundé qui est toujours pas intégré. Hein. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la place ni la masse salariale disponible pour intégrer. Attention, tu peux récupérer à Chelsea. Hein. Peut-être, oui. On parle d'Aubameyang qui pourrait peut-être partir à Chelsea. Xavi, il n'a pas l'air de vouloir le laisser partir. Mais... On va voir, mais ouais, c'est vrai que Xavi a l'air de compter sur Aubameyang, alors qu'ils ont quand même un effectif très fourni en attaque. Ils ont 7 joueurs. Il y aura peut-être même Fils de Paille qui va partir à la Juve hein, aussi. Alléger la masse salariale, mais en tout cas, on verra ça. Bon, on verra pour tous les clubs comment ça évolue d'ici la fin du mercato estival. Je voulais vous remercier d'avoir été présent avec moi. Merci Yacine, merci Mousse et merci Clément d'avoir été excellent. Un petit mot, Hugo.
Juste pour dire, parce que souvent dans les commentaires, on me demande où est-ce qu'on peut lire les papiers de Yacine. Donc, je rappelle qu'il y a un site qui s'appelle parisunited.fr et vous avez aussi une application qui est complètement gratuite. Vous pouvez télécharger, disponible Android, Apple. Vous téléchargez l'application et là, vous retrouvez tous nos articles et notamment les papiers d'après-match, les débriefs de Yacine et beaucoup d'autres papiers. Voilà, c'était juste pour dire ça, parce qu'on posait souvent la question. Donc, voilà, parisunited.fr. Ouais, effectivement, tu as raison, Mousse. Et tous les articles sont publiés sur le compte Twitter de Paris United et le compte Facebook aussi. Donc voilà, ils sont toujours relayés. Mais si vous voulez directement passer sur le site, vous allez sur le site parisunited.fr. Et Yacine, est-ce qu'il y aura une minute tactique sur les comportements d'Mbappé? Non, il y a deux, trois séquences, mais pas sur Mbappé. Il y aura deux, trois séquences justement sur l'histoire des couloirs. J'ai relevé trois actions où je vais essayer d'en parler. Faire des petites capsules, enfin des petites pastilles plutôt de 5 minutes, pas faire une grande de 20 minutes. Par contre, Yacine, elle a cartonné hein, la capsule, la reprise de la minute coach Yacine sur le match contre Clermont. Elle était très attendue et elle a été saluée par ceux qui nous suivent. Donc félicitations Yacine pour ta vidéo la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a, Mousse? Merci à ceux qui nous suivent. Parce que Yacine s'envole pour le Canada le samedi prochain. Donc, je préfère quand même prévenir les auditeurs que ça ne soient pas trop déçus. S'il n'est pas là au prochain podcast, c'est normal. C'est parce qu'il va travailler un peu. Il va faire un stage avec la PSG Academy à Vancouver. Donc, ne nous insultez pas, ne m'envoyez pas de messages pour me menacer. S'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible, c'est comme ça. Voilà. Il y a Nico qui va revenir de Grèce à un moment. Il va bien falloir qu'il revienne, lui, hein, parce que. Apparemment, il n'est pas très chaud pour revenir. Il est bien là-bas, je crois. Ouais, bah nous aussi on était tous bien en vacances, hein. On veut tous rester en vacances. Hein. Mais il va bien falloir revenir au moment, monsieur Nicolas Puravo, et rendre des comptes sur votre bronzage. Bon voilà, en tout cas Yacine, ça sera on te souhaite un très bon voyage là-bas avec la PSG Academy. Tu avais déjà participé, et donc c'est une deuxième. Ouais, j'avais fait le mois de mars l'ouverture de la PSG Academy. Et là je fais les 2 dernières semaines de stage avant la rentrée des classes. Et allez suivre Yacine sur Instagram, Yacine Amned, et vous verrez des coulisses, hein, parce que des fois j'ai vu que tu avais posté un peu quelques photos et vidéos de tes aventures à Vancouver. Beaucoup, mais là-bas je mets parce qu'il y a des trucs intéressants quand même. Donc si vous voulez suivre les aventures de Yacine Amned à Vancouver, n'hésitez pas à aller le follow sur Instagram. Bon, merci à tous et puis on se donne rendez-vous pour le prochain podcast la semaine prochaine et on espère que d'ici là quelques problèmes auront été réglés. Salut à tous. Ciao. Salut.